dos, tres, cuatro, clap. Je me présente, mon nom c'est Julian Aranguren. Là, je suis encore étudiant en anthropologie et en philosophie à Nanterre. Là, je suis sur un master qui a rien à voir. Enfin, qui a rien à voir. Si, ça a à voir, mais c'est sur le rapport de surveillance et de contrôle des orang-outans captifs à la ménagerie du Jardin des Plantes. Donc, c'est encore un autre délire. Ça paraît drôle, mais en vrai, si vous allez là-bas, si vous avez vu comment c'est la singerie, en gros, c'est comme un panopticon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les singes sont constamment surveillés, comment, à certains horaires, où ils doivent partir à tel moment, à tel endroit, dans telle salle, comment il y a une division de l'espace selon les individus, avec tout un système. Et en gros, j'étudie ça. Bon. Il y a eu des mutineries de... Non, il y en a un qui s'est échappé une fois et ils l'ont tué par accident. Mais ça, il n'y a pas une mutinerie. Mais par contre, quand il s'agit de contrôler notamment des espèces assez intelligentes, il y a besoin d'une division de l'espace très stricte avec un système de discipline, etc. Et on retrouve plus avec les grandes colonies de chimpanzés que les orang-outans, qui sont une espèce plus solitaire, plus tranquille, plus molle, disons. Mais bon. Du coup, mon domaine de recherche principal porte sur l'éthique animale, et plus particulièrement sur les pratiques liées à la captivité et les problématiques éthiques attachées à celle-ci. J'étudie notamment tout ce qui a trait aux cétacés, donc dauphins et baleines en gros, à leur captivité, donc ce qu'on appelle l'industrie du delphinarium, pour faire gros, et à leur cognition, donc tout ce qui est en rapport avec l'intelligence des cétacés, leur capacité linguistique, etc. Je m'inscris de même dans une démarche critique par rapport à la notion non seulement de delphinarium, qui est assez bien connue maintenant avec Blackfish, tout ça, mais aussi à la notion de sanctuaire, telle que mise en avant par les organisations liées à la cause animale actuellement. Je m'intéresse aussi particulièrement à la critique de la notion de nature sauvage. Vous l'avez retrouvé hier avec ce que disait Blaise. Dans la lignée d'auteurs tels que Descola, et Latour qui vient de nous quitter, Gilbert Calicotte, William Cronon, Ramachandra Guha, etc. Aussi à l'éthologie, et notamment l'éthologie de Konrad Lorenz, donc vraiment des années 30, comme outil épistémologique et éthique, et à l'évolution de la représentation et des discours autour des non-humains dans l'histoire. Donc, par exemple, comme la notion du dauphin, comme le dauphin qui sourit, qui est mignon, machin, elle n'existe pas de tout temps, elle est vraiment née dans un contexte très particulier dans les années 60, bref. Je travaille présentement sur un projet que je mène conjointement, c'est ce dont je vais parler, que je mène conjointement avec plusieurs activistes de la cause animale, donc certains aux États-Unis, d'autres en Russie, c'est vraiment un projet international, ayant pour but de tenter une forme de premier contact parlé avec un cétacé solitaire en Bretagne, à l'aide d'un appareillage que nous sommes en train d'obtenir. Ce projet est au centre de mon travail activiste depuis plusieurs années. Donc, sur quel lieu serait articulé mon propos? Pendant longtemps, celui-ci a avant tout été déraciné, théorique. Je me suis appuyé sur des lieux, bien entendu, une critique des delphinariums, une critique des zoos, une critique des cirques, une critique aussi des sanctuaires captifs. Ma critique s'articulait avant tout sur des pratiques que je considérais et considère encore comme étant éthiquement problématiques, comme étant critiquables, et surtout dont la fondation éthique, culturelle ou utilitariste peut être discutée, analysée. C'est pas juste « ah, je les aime pas parce que je les aime pas », c'est un truc qu'on peut décortiquer, on peut dire « il y a telle pratique » ou par exemple pour dresser un cétacé, il faut le contraindre d'une certaine manière avec la privation de nourriture, il y a une histoire de ces lieux, etc. Bien que j'ai fait partie d'une association, Code Animal du coup, et beaucoup échangé avec des activistes de la lutte contre la captivité animale, et notamment des cétacés depuis longtemps, parce que j'étais là depuis 2004, je m'en suis progressivement détaché à force de tensions et de désaccords, notamment sur la question des sanctuaires captifs, dont je suis critique et que je pense entre en conflit avec une conception de ces derniers comme être pensant et parlant, telle qu'argumentée par les tenants même de cette forme de captivité plus tolérable. Le paradoxe étant que énormément des acteurs contre la captivité des cétacés vont vous dire les cétacés sont intelligents, pensants, machin, ils parlent, ils ont des familles, machin, mais en même temps, on peut les foutre dans des sanctuaires, c'est des animaux sauvages, donc il y a ce double discours qui est très intéressant à analyser, mais qui en même temps est très difficile à soutenir quand on a une vision plus critique. Mes lieux ont avant tout été dès lors désincarnés, étriqués entre plusieurs pays, où les membres de mon petit groupe d'échange et de discussion sont originaires. Et nous avons longtemps pâti d'une grande frustration quant à notre incapacité à agir sur le terrain. La potentielle libération d'un dauphin captif russe, c'était en 2016, en mer Noire il y a quelques années, bien avant tout ce qui se passe maintenant, a failli nous donner la possibilité d'une action concrète, mais sa mort prématurée nous a rappelé à l'ordre. Toute action tangible est difficile à obtenir et à réaliser dans notre domaine,
Et notre communication en ligne a des limites. On est triqué entre plein de pays, on est très limité financièrement, matériellement, bref. Toutefois, un tournant s'est opéré dans ma démarche de recherche il y a quelques années. L'un des membres de mon petit groupe activiste, Russell Hoskins, un Américain ayant travaillé dans 3 projets différents de communication avec des cétacés depuis les années 80, nous a proposé une méthode alternative afin d'arriver à ce but, inspiré de sa propre expérience avec Lilly et son étude des radios à basse fréquence. En gros, John C. Lilly, c'est celui qui a initié tout ce mouvement-là, c'est celui qui a fait, dans les années 60, les premiers projets de communication avec des cétacés, qui a imposé un peu cette idée du cétacé comme espèce pensante, etc., mais qui, paradoxalement, avait été très tolérant. Enfin, il a travaillé sur des captifs, il a un peu initié une mythologie du cétacé dont s'est appuyé l'industrie du delphinarium, donc c'est un peu une figure à double tranchant, disons. Dès lors, notre objectif jusqu'à aujourd'hui a été de tester cette méthode, afin de confirmer ou d'infirmer cette possibilité technique et, à terme, tenter une forme de premier contact, même limité ou succinct. Notre travail collectif n'a bien sûr rien de nouveau. Les premières tentatives en ce sens est le fruit de John C. Lilly, 60 ans auparavant, donc à partir de 1962, dans un laboratoire de Saint-Thomas dans les Caraïbes, avec des captifs. Il a été suivi depuis par une quinzaine ou plus de projets similaires, dont 7 au moins sont actifs, 8 je pense maintenant, dont 7 au moins sont actifs à l'heure où je parle. Je pourrais m'étendre sur ce que je considère être des problèmes éthiques, épistémologiques, méthodologiques avec mes concurrents, enfin concurrents entre guillemets, mais bon. Mais je pense qu'il est ici plus utile de s'étendre sur le domaine de la technique et de la relation. Car au-delà d'une théorie pesante et triste, c'est bien sûr les modes de relation avec les dauphins, les baleines, les cétacés dont il est question, et les limites atteintes par d'autres dans leur mode de relation avec ces individus. Tout d'abord, notre objectif tient avant tout à une démarche éthique. Si nous sommes en face, comme nous le pensons, pour des raisons théoriques et empiriques complexes, avec des êtres pensants et sentients, avec lesquels nous pourrions échanger sur des problèmes abstraits, nous nous devons de relayer leurs paroles et leurs choix au reste du monde et en respecter les aboutissants. Cela aurait des conséquences multiples. Tout d'abord sur les populations captives elles-mêmes, qui ni dans le setting traditionnel delphinarium, ni dans le futur setting du sanctuaire, ou même celui qui existe, par exemple celui qui se trouve en Islande, où il y a deux belugas captives, où on dit qu'ils sont sanctuarisés, mais c'est juste... les gens, ils payent pour y aller, ils payent 60 balles pour les visiter, donc... sanctuaire. Vanté par une partie hégémonique de notre propre cercle activiste, non droit de décision et de parole. Il n'y a actuellement aucun projet de donner la possibilité à des individus captifs de s'exprimer, même de façon limitée. Par exemple, à l'aide d'une interface tactile liée à des sons. Par exemple, il y a des projets similaires avec les chiens et les chats qui s'appellent... merde, j'ai oublié le nom. Si vous allez sur Instagram, il y a une centaine de personnes qui font ça. Bref. Et il y a eu des projets avant avec les grands singes. Par exemple, avec le bonobo Kanzi, qui appuyait sur des boutons qui correspondaient à des sons, et il pouvait communiquer de cette manière. Donc même ça n'existe pas. Même une forme limitée et sommaire de communication n'est pas établie. Par exemple, à l'aide d'une interface tactile liée au son, alors que des efforts limités en ce sens ont été réalisés pour des grands singes captifs. Ensuite, bien sûr, auprès de populations libres, la possibilité d'un échange parlé leur donnerait la capacité de formuler des demandes, de formuler des claims, demandes de territoire, demandes de ressources, de respecter ou d'éviter certaines pratiques leur étant nuisibles. La surpêche, par exemple. Dans un monde où la destruction des océans est en augmentation et où de plus en plus de pays se disputent les étendues océaniques comme des territoires à partager, en partie pour en exploiter les ressources halieutiques et minérales, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, tout ça, une telle démarche prend tout son sens et dépasse un simple jalon symbolique. Il y a dès lors des promesses d'un véritable travail de terrain, bien loin d'un débat Facebook stérile, de pétitions et de tractages. D'abord pour des raisons techniques et financières. Non, mais cet objectif n'a rien d'évident, bien sûr. C'est pas un truc que je peux faire comme ça. Bon. D'abord pour des raisons techniques et financières. Notre démarche, bien que moins coûteuse que celle des autres projets concurrents, reste conséquent, autour de 1 000 € afin d'obtenir le transpondeur dont nous avons besoin pour mener les premiers tests et dont la fabrication n'est l'apanage que d'une poignée d'entreprises spécialisées en dehors du pays. Il y en a une au Canada et une en Chine, en gros. Sans parler des frais liés à la fabrication des prototypes analogiques. Elle sous-tend surtout un tâtonnage de longue haleine qui n'a pas forcément une garantie de succès et qui doit être dans tous les cas soumis à une méthodologie rigoureuse et à une certaine patience. Là, ça fait 2-3 ans qu'on baigne dans une forme d'incertitude, ce qui est la norme pour ce genre de projet. Sachant que les autres projets, ça fait parfois 30 ans qu'ils... Bon, bref.
s'attendre forcément à des résultats immédiats spectaculaires que l'on pourrait illico exhiber sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, ou sur TikTok, tout ça, ce que j'espère faire d'ailleurs, ne peut mener qu'à des déceptions et un court-circuitage de la méthode d'analyse. Ensuite, pour des raisons plus fines, psychologiques et sociologiques, qu'il me semble fondamental d'aborder. Au-delà des aspects techniques, il existe des éléments d'ordre interne que je pense ont été la cause principale derrière la stagnation de la majorité des projets du même ordre. L'anxiété et la peur du jugement d'autrui, tout d'abord, est un vrai obstacle qu'il ne faut pas sous-estimer ou ridiculiser. Elle m'affecte personnellement depuis des années. Je suis un grand anxieux et je sais que l'anxiété a joué un rôle, mais je pense qu'il s'agit d'un facteur important chez bien d'autres activistes qui craignent les conséquences d'une action sérieuse dans ce sens. Possibilité d'attaque extérieure, d'une déception quant à leur a priori, peut-être même de transgresser un certain tabou général contre un autre rapport au non-humain par cet acte. Ou même que le dauphin ne parle pas en retour et qu'ils aient dépensé des milliers d'euros pour rien, etc. Il y a plein de facteurs plus sociologiques, plus extérieurs, qui sont plus flous, mais qui sans doute sont des facteurs conséquents. Troisièmement, ce que j'appellerais le piège du romantisme. Quelque chose dont j'ai graduellement pris conscience de la dangerosité dans notre cas particulier, et ce pour plusieurs raisons. Du coup, d'abord, de par la nature même du lieu et du sujet de test. Dans notre cas, notre terrain est l'île de Saint, petit bout de terre au large du Finistère, abritant une population locale de dauphins tursiops côtiers. En gros, le dauphin tursiops, c'est l'espèce qu'on voit partout dans la culture populaire. Dans les delphinariums, c'est le gros dauphin gris avec un aileron. Par exemple, Flipper, c'est un tursiops. Et pour me remettre en contexte, ce qu'on appelle des dauphins, en gros, il y a une trentaine d'espèces. Donc, dans la vision qu'on a de la culture populaire est très biaisée parce qu'elle se base sur... Bon, bref. Donc, en gros, excuse-moi, c'est qu'en gros, le dauphin tursiops, c'est l'espèce principale que l'on voit représentée dans la culture populaire et que l'on voit dans l'industrie du delphinarium. La majorité des dauphins exploités sont des tursiops. La majorité des dauphins qu'on voit sur les côtes, par exemple les côtes françaises, sont des tursiops. Donc, quand on dit dauphin, on pense spontanément aux tursiops. Mais il faut savoir qu'il y a une trentaine d'espèces de cétacés qui sont plus ou moins similaires. Bon, bref. Et surtout un dauphin dit solitaire ou ambassadeur, qu'on appelle Randy ou Donny. Donc, ça, c'est l'île de Saint qui fait... Bon, bref, vous voyez plus ou moins le... Et ça, c'est... Ah, zut. Tu m'as dit comment faire pour le... Voilà. Donc, appelé Randy ou Donny. Familier des humains depuis une quinzaine d'années, il voyage à travers le sud et l'ouest de la Bretagne à la recherche de contacts humains. Il privilégie l'île de Saint comme point d'ancrage régulier. Son cas n'est pas unique, puisqu'il est partagé avec plusieurs cétacés en Europe de l'Ouest. Jean Floch, Zafar, Dusty, Fungi, Donald, il y en a eu plusieurs depuis les années 70. Et c'est un phénomène bien documenté par de nombreux cas historiques. Le lieu, il est vrai, s'y prête aisément. Une île au large du Finistère, 2 kilomètres de long, sans voiture, lieu où le courant marin est le plus fort dans tout le pays. Difficile d'accès, tellement battu par le vent que les arbres n'y poussent pas naturellement, l'île est jonchée de ruines d'anciens murets de culture, évoquant quelques sites précolombiens abandonnés. Encore habité par plus de 1000 personnes il y a plus d'un siècle, il ne l'est aujourd'hui que par plus d'une centaine, vivant essentiellement du tourisme. Elle évoque une sorte de civilisation perdue, et ce fait est d'autant plus renforcé historiquement que l'île a été à la marge de l'Occident jusqu'au siècle dernier. Elle était tellement pauvre qu'elle fait partie des 3 seules communes françaises exemptes de taxes d'habitation depuis Louis XIV. Romantisme, si vous y allez, en gros, c'est une île battue par le vent, avec des paysages magnifiques, etc. Romantisme ensuite, autour du sujet de recherche lui-même, bien sûr. Le concept même fait rêver et ressemble assez à un scénario de science-fiction pour déclencher un certain enthousiasme. La multiplication des projets similaires ces dernières années, projet SETI, Darwin, Gavagayabi, les démarches concurrentes de Sugarman, Kasewitz, Serzing, le projet de Nolman, etc., n'est pas anodin. Or, l'idéalisation bovarienne du sujet risque de faire oublier autant les moyens techniques concrets derrière une telle entreprise que la réalité de terrain d'une confrontation avec un individu d'une autre espèce et ce que cela implique potentiellement dans l'échange éthique et relationnel. Si un tel projet doit voir le jour, c'est, je pense, non pas seulement pour des raisons liées à une forme de prestige personnel, de découverte scientifique de grande ampleur, ou par volonté de découvrir de nouveaux mondes conceptuels et culturels, un peu un délire à la Viveros de Castro, mais aussi et fondamentalement
pour relayer une parole tue dans un contexte de destruction et d'exploitation systématique de ces sujets et de leur environnement que je ne peux plus, en connaissance de cause, qualifier de sauvage. Et même si nous n'atteignons pas un tel objectif, qui reste indéniablement ambitieux, nous pensons qu'il existe néanmoins une charge éthique trop importante dans sa réalisation pour délayer le commencement d'une telle démarche indéfiniment, ou laisser la place à des associations et des individus continuant, malgré des beaux discours, à les considérer comme des animaux utilisables que l'on possède, qui sont possédés par des entreprises, des particuliers, utilisables et disposables au sein d'une logique de marché, de consommation et d'usure. Ouais. Le romantisme, donc, je ne le sais que trop, bloque le travail de recherche. Je ne l'ai que trop remarqué chez d'autres. Il y a une telle fétichisation de ce qui est perçu comme un but sublime qu'ils en viennent à délayer infiniment, indéfiniment leurs objectifs et à se tirer des balles dans le pied méthodologiquement. Les cas sont trop nombreux pour tous les citer, mais on peut donner quelques exemples. Lilly lui-même d'abord. Mon travail de recherche quant à ses premières expérimentations à Saint-Thomas est toujours en cours, mais tout me porte à croire qu'il était parfaitement conscient d'être capable d'arriver au même résultat à l'aide, en fait, en gros, ce qu'on veut faire des appareils de translocation de fréquence similaires en principe à ce que nous proposons, mais qu'il a rejeté l'idée, non par pragmatisme, mais dû à une série de biais cognitifs, alors qu'il était conscient des limitations techniques inhérentes au fait de forcer un dauphin à parler comme un humain. En gros, il faisait ça, il a essayé de rigidement faire qu'un dauphin parle anglais. Alors que non seulement il prononce mal les consonnes, en gros, il prononce de façon trop aiguë, il parle comme ça, comme Donald, mais ils ne peuvent pas bien reproduire les fréquences inférieures à 5 kHz. En gros, la problématique, c'est que les cétacés utilisent des fréquences, enfin, les cétacés Adam, les dauphins, utilisent des fréquences beaucoup plus hautes que les nôtres. Donc, forcer un dauphin à parler à notre échelle, c'est extrêmement difficile. Et physiologiquement, sans parler du fait qu'il communique sous l'eau, pas dans l'air. Donc, pour un tas de raisons physiologiques, c'est se tirer une balle dans le pied méthodologique. En tout cas, je le pense. Or, il s'est nié à cette solution potentielle pendant 7 ans, qu'il n'a pas exploré en parallèle à son travail de recherche sur les vocalisations qu'il appelait humanoïdes, émises par ses sujets captifs. Lorsque Peter, le principal sujet de ses expérimentations, a commencé à imiter le langage humain et à utiliser spontanément des mots ou des courtes phrases dans certains contextes, il y a soudainement abandonné le projet, se concentrant sur un intérêt renouvelé pour les psychotropes, le LSD et l'ésotérisme. Plus tard, en Californie, avec le projet Janus, donc dans les années 80, il commettra une série d'erreurs méthodologiques du même acabit, en privilégiant des méthodes étriquées à une méthodologie plus simple, mise en avant, entre autres, par son ingénieur en chef. Ce problème, le recours à des usines à gaz méthodologiques à l'aspect shadokien, littéralement, comme dans les Shadok, dont la complexité est mal ou non expliquée par ses promoteurs, reste, je pense, l'un des principaux facteurs derrière la stagnation, voire l'échec apparent de la plupart des projets de cette nature, et l'un de ceux que nous espérons pallier à moyen terme. Il n'est dès lors pas surprenant qu'un certain nombre de projets parlent du premier contact, comme la résolution d'un mystère, rapprochant l'objectif à quelque chose de l'ordre de la pyramidologie que d'une recherche sérieuse du sujet. On y retrouve alors une emphase sur la notion de décryptage, l'idée d'un langage codé dont il faudrait briser la matrice, notamment à l'aide d'algorithmes complexes et d'ordinateurs puissants. Je contexte cette idée pour des raisons théoriques et méthodologiques diverses, mais avant tout, je pense que la formulation du problème à travers le champ lexical du mystère et du décryptage demeure symptomatique d'une volonté de mise à distance de l'autre comme sujet. En catégorisant le problème de cette manière, on le décale indéfiniment à un futur distant, proche de ce qu'on appelle en rhétorique « moving the goalpost », ce qui permet de se targuer de chercher à atteindre un tel objectif sans pour autant s'y mettre sérieusement, en blâmant la faute à un problème technique vaguement défini. Le travail d'Herzing, de Sugerman ou de Kassewitz s'étalant parfois sur 30 ans en sont, je pense, des exemples flagrants. Or, tout l'intérêt d'un tel objectif est justement de le tester rigoureusement. Le problème de l'existence d'une autre espèce potentiellement pensante et parlante est trop sérieux pour être pris à la légère, et notamment l'utilisant comme instrument afin de se faire valoir dans l'échelle sociale, plutôt que comme objectif sérieux de recherche, qui l'amène ou non à des résultats par ailleurs. Prenons un autre cas flagrant, celui de la chercheuse Denise Herzing. Denise Herzing, c'est elle du coup. Lui, c'est Lilly, ça c'est Janus, le deuxième projet. Ça, c'est rien à voir, c'est un autre qui est celui de... ah merde, j'ai oublié son nom.
Ça, c'est Kassowitz. Ça, c'est Herzing. Sa méthodologie, là encore, pose problème. Bien qu'elle affiche... Pardon bien qu'elle affiche publiquement pour objectif de mener une forme de premier contact, parler avec le groupe de cétacés libres qu'elle étudie aux Bahamas depuis la fin des années 80, rien n'a été jusqu'à aujourd'hui sérieusement obtenu en la matière. Tout ce qu'elle a entrepris en ce sens jusqu'à aujourd'hui se résume en plusieurs versions d'une sorte de gadget complexe du nom de CHAT, consistant à présenter à la population locale 4 symboles abstraits liés à 4 sons, eux-mêmes liés à 4 objets apparents, s'apparentant à des jouets. Ce dispositif, censé mettre en avant certaines capacités linguistiques ou cognitives chez ces sujets de recherche, demeure avant tout un échec quant à son mode de relation. Son rapport au dauphin tacheté du Bahamas se limite à la présentation d'un gadget jouet avec lequel il n'est pas possible d'établir une quelconque forme de communication à deux sens. Même limité à la manière du lexigramme de Savage Rumbo avec le bonobo kanzi ou le récent appareil pour chien et chat du nom de Fluent Pet. Elle ne cherche pas à proprement échanger, à réaliser selon une ethnographie du groupe qu'elle étudie, encore moins d'avoir leur avis et leurs demandes sur des sujets particuliers. Par exemple, sur la surpêche, la pollution sonore ou la collision avec les navires que ces populations pourraient subir. L'emphase est mise, il est vrai, sur une fascination béate pour leur capacité intellectuelle ou linguistique des cétacés, sur la taille de leur cerveau, sur le nombre de spindle neurons, etc. Mais les conséquences éthiques d'un tel prédicat ne sont pas sérieusement prises en compte. En clair, il y a proprement refus de l'échange avec ces individus, mise à distance, et ce malgré un discours en apparence seulement progressiste, voire révolutionnaire, dans ses implications potentielles. Même si le chercheur considéra l'autre théoriquement comme une personne non humaine, il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en avant aujourd'hui aux États-Unis avec le Non-Human Person Group Project, enfin bref, il y a une grande organisation comme ça aux États-Unis, douée de capacités linguistiques ou cognitives avancées. Rien ne sera fait pour échanger avec cet individu en prenant en compte cet état de fait, sinon cette croyance. De l'autre côté, on constate l'existence d'individus flirtant avec l'ésotérisme. Sur mon terrain, sur l'île de Saint, je côtoie une femme de nom du Frédéric Pichard, avec lequel j'ai beaucoup sympathisé. Comme beaucoup d'autres individus ou chercheurs en contact avec des solitaires européens, tels que Jump Log avec Dusty en Irlande, elle entretient un rapport privilégié avec Randy, qu'elle fréquente depuis près de 15 ans. Elle nage et joue avec lui, l'accompagnant parfois pendant des heures dans l'eau en sa compagnie, et Randy lui-même cherche activement sa présence. Un mode de relation que l'on retrouve chez beaucoup de cétacés solitaires passés et actuels. Elle possède donc indéniablement un rapport privilégié, proximal avec Randy. Mais elle dit aussi avoir des rapports télépathiques avec lui et avec d'autres cétacés. Une affirmation que l'on retrouve ailleurs dans ce que j'appellerais la cétosphère, disons, la cétosphère activiste, tout en partageant à son sujet un certain nombre de croyances clairement liées à la doctrine New Age. Au-delà du fait que je sois naturellement sceptique et que je tiens à ce qu'une telle affirmation soit testée rigoureusement, le fait est que cette affirmation peut, dans certains cas, aussi cultiver un rapport de distance. Ce n'est pas systématique, je connais des individus qui cherchent un contact parlé et croient dur comme fer à l'existence d'un tel phénomène, même sans preuve concrète. Mais mon constat personnel, depuis des années, me mène à penser qu'il existe une tendance de fond à utiliser l'ésotérisme comme pis-aller d'un véritable échange parlé, voire comme une forme de distanciation douce, tacite, n'impliquant pas forcément a priori les mêmes outils de l'anthropocentrisme traditionnel en mode cartésien, ils n'ont pas de conscience, ils sont stupides, etc., mais arrivant in fine tout de même au même résultat. En témoigne par exemple l'utilisation de ces croyances New Age par des tenants de l'industrie du delphinarium, et plus particulièrement dans la justification d'une des sous-formes, ce qu'on appelle le Dolphin Assisted Therapy. Qu'est-ce que c'est? Le Dolphin Assisted Therapy consiste à proposer à des parents d'enfants atteints d'handicaps mentaux, et notamment, enfin, d'handicaps mentaux ou d'autisme, notamment d'autisme non verbal, de nager avec des captifs dans un cadre thérapeutique, sous prétexte que, par exemple, ça pourrait guérir l'autisme. Si vous connaissez un peu tout le rapport entre ésotérisme et autisme, vous voyez bien le schmilblick et le caractère pseudo-scientifique. Si l'on affirme, comme beaucoup touchant au New Age, dans leur pratique quotidienne et leur considération de ces espèces, que les dauphins sont des extraterrestres provenant de Sirius et dotés d'un ADN supérieur dont la mission est d'aider les humains à accéder à un degré plus élevé de conscience ou à guérir les enfants autistes, tout ça sous la protection de la Vierge Marie, évidemment,
Il n'y a plus de place pour une considération de l'autre comme personne ou comme individu qu'il faut écouter dans ses demandes et ses récits. Quand l'autre est perçu comme un dieu, il ne peut effectivement être distinct d'un produit possédé et consommable. En d'autres termes, sans forcément rejeter en bloc une approche ésotérique chez certains, même si ça m'emmerde un peu, hein, je ne vais pas le nier, je ne peux que faire le constat de la façon dont celle-ci est aisément instrumentable comme énième rapport de pouvoir, même tacite. Enfin, les difficultés initiales techniques que nous avons nous-mêmes sous-estimées, sans doute par un mélange de romantisme, d'anxiété et de volonté de reconnaissance sociale. Lorsque j'ai commencé à entreprendre sérieusement ce projet avec mes collègues Russell et Andrew courant 2016, nous étions peut-être trop optimistes sur notre démarche et pensions initialement fabriquer le prototype par nous-mêmes. Mais si le nôtre est, il est vrai, plus simple en termes de facture que beaucoup de ceux proposés par d'autres projets concurrents, il reste néanmoins coûteux et complexe, difficilement réalisable par un ingénieur isolé, même compétent. Un nombre de problèmes annexes, plusieurs collaborateurs qui ont décédé. Par exemple, nous avions une collaboratrice d'Afrique du Sud qui est décédée subitement. La crise Covid ayant ralenti la fabrication par un tiers, la guerre en Ukraine, parce qu'on a un certain nombre de collègues en Ukraine et en Russie, maintenant ils sont dans la merde, d'autant plus que un de nos terrains, c'était la région de Kerch et d'Utrecht, des délais dans la fabrication de prototypes, etc., a continué à jouer en notre défaveur jusqu'à aujourd'hui, ralentissant la phase d'obtention et de test. S'il ne s'agit pas d'un objectif impossible en soi, il demande de l'huile de coude et certains efforts financiers, ce qu'on reflète mal un discours idéalisé de premier contact qui mettra l'emphase sur l'objectif lui-même plutôt que sur les conditions matérielles de réalisation potentielle d'un tel objectif. Il faut avant tout rendre transparent la chaîne causale derrière une telle démarche, comme la démarche elle-même, tandis qu'elle... je vais vous montrer, ça c'est les prototypes qu'on est en train de fabriquer par l'ingénieur, donc ça c'est l'un des deux prototypes analogiques, et ça c'est le transpondeur. De quoi? Ah, désolé. En bref, j'aimerais pouvoir vous parler d'un tel objectif. Il faut avant tout rendre transparent la chaîne causale derrière une telle démarche, comme la démarche elle-même, tandis qu'elle se réalise, et le pourquoi d'une telle démarche. Pourquoi on fait telle chose, pourquoi on décide de faire analogique versus digital, pourquoi on essaye de faire plusieurs choses en même temps ou pas, de croiser des données ou pas, etc. Bon. En bref, j'aimerais pouvoir vous parler des résultats sur le terrain, même s'il s'avérait négatif, parce que c'est possible que ça ne débouche sur rien et que Randy s'en batte les couilles, et que bon, c'est possible. Hein. Même s'il s'avérait négatif, limité ou d'une nature dont nous ne nous entendions pas, c'est possible qu'il y ait des résultats complètement imprévus. J'ai espoir que nous ayons accès aux transpondeurs et aux prototypes dans peu de temps. Mais il me semble crucial de discuter avant tout de tout ce qui nous bloque, ce qui nous biaise, ce qui nous fait perdre du temps au niveau matériel comme au niveau des idées. Donc en gros, c'est ça. Dites-moi si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez. Et ça, ça c'est les différents projets. Voilà, mais de. Est-ce que tu pourrais rappeler aussi pourquoi tu penses que les dauphins c'est une espèce à part? Enfin, une espèce à part. Non, c'est intéressant parce que ça c'est toute la notion de cognition, etc. C'est pas tellement que c'est une espèce à part, c'est que nous on pense, disons qu'il y a un corpus de données qui nous font penser que les cétacés et les éléphants en particulier seraient des égaux cognitifs et qu'ils auraient atteint, par évolution convergente, des capacités cognitives et linguistiques comparables aux êtres humains, et qu'il existe un certain nombre d'autres espèces ou de groupes animaux qui, en tout cas, s'en approchent. Par exemple, les grands singes, les perroquets, les psittacidés, les corvidés, certains types d'invertébrés comme les pieuvres, etc., avec des modalités différentes. Donc, par exemple, les cétacés, certes, ils n'ont pas des mains qui leur permettent de manipuler des outils, mais ils ont, en tout cas pour les cétacés à dents, un sonar qui leur permet, grâce à l'écholocation, une analyse fine de leur environnement. Et on pense que c'est le cas pour un tas de raisons qui sont liées à leur comportement, aussi à des études de leur neurologie et de leur cerveau, même si moi j'ai un tas de problèmes avec ça d'un point de vue mythologique, parce que je pense qu'il y a une emphase excessive sur le cerveau que sur le comportement. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur Konrad Lorenz. Je pense que les données comportementales sont très solides en elles-mêmes, et que quand on voit la répétition de ce que font les cétacés dans certains contextes, et qu'on croise ces données avec les données neurologiques et avec les données expérimentales, on est obligé d'aller vers le constat d'une sapience cétacéenne plutôt que sur une interprétation des cétacés comme ayant des capacités cognitives moindres ou comme s'appliquant plus par des
comportement instinctif spécialisé, même s'il y a aussi une mécompréhension de la notion d'instinct dans la culture populaire qui est très mal comprise et qui est beaucoup plus progressiste qu'on pourrait le penser, ou par une vision behavioriste, de conditionnement opérant ou quoi que ce soit. Et on pense la même chose pour les éléphants. Ceci dit, ce corpus-là, bon, c'est des choses qui sont très similaires à ce qui sont dit par des acteurs actuels de la cause des cétacés et par des chercheurs comme Marino, Herzing, etc. Mais nous, on a des problèmes avec ces acteurs-là, parce que malgré ce qui s'apparente à un discours très progressiste, ce qu'ils cherchent à élaborer, à mettre en place, semble s'opposer à ce discours progressiste. Notamment leur... si vous voulez, je peux parler de la notion de sanctuaire et la notion de captivité. Ouais, du coup, moi je viens... Alors, en gros, il y a une industrie de la captivité qui existe depuis les années 40-50, mais plus systématisée dans les années 60, qu'on appelle l'industrie du delphinarium, où en gros les cétacés sont utilisés pour des spectacles ou pour ce qu'on appelle l'industrie swimweave, où par exemple des gens vont venir et toucher les dauphins, les caresser, etc., dans des cadres très particuliers qui sont extrêmement controversés d'un point de vue éthique, dont on sait qu'ils ont des conséquences particulièrement néfastes sur leur psyché, avec toute une industrie de capture, de maltraitance, avec, je ne sais pas si vous avez vu Blackfish ou si vous êtes un peu au courant de... Bon, maintenant, on en parle plus depuis le début des années 2010. Et donc, il y a maintenant une contestation assez forte. Et disons que l'opposition populaire... Non, comment dire? L'alternative populaire à ça est la notion qui est mise en avant en plus de certaines opérations de libération, même si ces opérations de libération passent souvent par des formes de libération partielle, par des formes de captivité avec de l'entraînement, avec une méthodologie très behavioriste, etc., qui, moi, me pose problème, surtout par la notion de sanctuaire, qui serait en gros des lieux où les cétacés vivraient toute leur vie enfermés parce qu'ils ne pourraient pas être libres, parce qu'ils ne pourraient pas s'adapter à la vie sauvage, parce qu'ils auraient perdu leurs instincts en captivité, etc. Et moi, ce que je conteste, notamment via l'utilisation de l'éthologie, c'est que ces doxas-là font peu de sens. Par exemple, si vous regardez la science du comportement animal, la notion d'instinct n'est absolument pas compatible avec une idée de perte. Les comportements instinctifs ne sont pas, par définition, des comportements qui se perdent. Ils sont innés, ils sont déterminés génétiquement, etc. Et surtout, quand on regarde les cas passés de libération cétacéenne, on voit que les cétacés sont beaucoup plus résilients qu'on tend à l'assumer, que ce sont des espèces intelligentes, qui s'inscrivent dans des groupes, qui sont adoptées par d'autres groupes externes, qui ont une certaine capacité d'adaptation. Et je pense que leur environnement doivent non pas être considérés comme des environnements sauvages, mais plutôt comme des environnements sociaux construits. Bon, après, il faudrait que je montre tous les aspects empiriques, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très facile, en tout cas, à argumenter. Mais bon, après, il y a tout un corpus, notamment des anciennes libérations cétacéennes qu'il faudrait que je montre, etc. Ceci dit, bon, voilà, je suis un peu dans une sorte de campagne de constatation. Ouais. Grosso merdo, c'est des arguments du type, c'est ça, c'est-à-dire, oui, il ne pourrait pas s'adapter comportementalement, sauf qu'empiriquement, on voit que c'est faux. La notion de perte d'instinct qui fait très peu de sens d'un point de vue éthologique. Par exemple, il y a cette idée qu'ils oublieraient à chasser. J'ai absolument aucune preuve empirique de ça. Il est vrai que les cétacés ont des... Évidemment, ils apprennent énormément de techniques de chasse, etc., mais il me semble qu'il y a des éléments qui vont dans le sens qu'ils auraient peut-être des comportements instinctifs spécialisés innés qui baseraient leur capacité à chasser, mais qui s'articuleraient aussi par l'apprentissage. Mais même si j'ai tort et que ce n'est pas le cas, il ne faut pas non plus nier leur capacité de résilience et d'apprentissage. C'est un truc, ils en parlent tout le temps. Donc, mais surtout, la problématique, c'est aussi qu'il y a cette idée de division stricte nature-culture. Cette idée qu'un bon dauphin doit vivre en dehors d'un environnement humain et que s'il n'arrive pas complètement à être indépendant d'un corpus humain, il doit vivre dans un comportement complètement surveillé. Enfin, c'est ça un sanctuaire. Hein. Un sanctuaire, ce n'est pas juste un lieu de nature fermé avec juste un filet. Non, il y a des systèmes de division stricte de l'espace, avec des espaces dortoirs. L'animal, entre guillemets, il doit sortir à telle heure de tel espace, il doit entrer dans l'espace médical à tel moment, avec une division stricte des individus. On leur donne la nourriture à telle heure. Enfin, voilà, c'est des systèmes foucaldiens, quoi. C'est des systèmes goffmaniens. On voit ça dans les sanctuaires pour grands singes, pour les sanctuaires pour éléphants. C'est des systèmes qu'on voit dans les parcs zoologiques pour un tas d'espèces. On le voit d'ailleurs dans les fermes d'élevage. C'est pas du tout cette idée de nature enfermée, c'est un mythe. C'est très facile à le montrer, même en analysant les sanctuaires par satellite, par exemple. Il faudrait des réserves, c'est ça? Non, moi je pense qu'il faudrait... déjà, la notion de réserve, bon, c'est un peu une variante, mais moi je pense que déjà...
moi, le projet moi, ce que je veux faire, c'est utiliser la notion de premier contact pour leur donner la parole, pour leur permettre d'émettre des claims, de dire je veux ceci, je veux cela, je veux sortir, je veux à bouffer tel truc, je veux pas ça. Qu'au moins ils puissent articuler, même très primitivement, des formes de consentement, tu vois. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle de parler avec les dauphins, les gens ils sautent en disant oui, tu veux parler de Hegel ou je sais pas. J'en sais rien. Peut-être que c'est. Enfin, tu vois, pourquoi même pour des trucs de base, il faudrait au moins des formes de formulation de demandes très basiques. C'est la base. Et la preuve de ça, c'est qu'on peut le faire avec des grands singes. Et les grands singes, cognitivement, ils sont moins. Enfin, ils ont des limitations cognitives et linguistiques que les cétacés ne semblent pas avoir. Et pourtant, on arrive à faire en sorte que certains singes puissent signer et dire je veux tel truc, je veux sortir dehors. Pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les cétacés, tu vois, déjà de base. Donc, il y a. Bref. Ouais, vas-y, Augustin. Ouais. Comment tu expliques que ce ne soit pas l'industrie des sanctuaires qui ont beaucoup plus de moyens et qui sont plus proches aussi des dauphins, qui ne soient pas les premiers à vouloir faire cette machine? C'est très intéressant. Mais moi, je pense qu'il y a. Peut-être un business. Ouais, c'est intéressant parce qu'on m'a souvent donné ça en contre-argument. Et d'ailleurs, c'était le contre-argument que j'avais utilisé au début, c'est-à-dire quand Russell m'a proposé le projet. Moi, j'étais en mode non, je ne veux pas le faire parce que j'ai peur que ce soit récupéré pour légitimer des formes de domination en fait. Mais le truc, c'est que moi, je pense que c'est multifactoriel. Je pense qu'un des facteurs, c'est qu'ils savent très bien que s'ils le font, c'est une pente glissante vers une forme de libération, du moins de contestation de ça. Après, il existe des acteurs liés à certains projets sanctuaires indirectement qui le font, c'est le cas d'Erzing, mais qui, dans les faits, ils font rien. Enfin, il faut le dire, enfin, ils font rien depuis... Bon. Moi, je pense qu'il y a une forme de mauvaise foi. Je pense qu'il y a un truc même névrotique. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas avancer, quoi, de se tirer une balle dans le pied, de maintenir une forme de status quo. Je ne pense pas que c'est conscient. Mais je pense que c'est dans une forme d'inconscient collectif, individuel, social, de ne pas remettre en question certains types tu vois, de comment les choses, elles fonctionnent dans le rapport homme-animal, tu vois. Je pense que c'est ça. Je sais que c'est reste flou, mais en tout cas, c'est je tends à penser ça, tu vois. Il y a une forme d'évitement systématique. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi l'industrie de delphinarium ne l'a pas fait non plus. Parce que aussi, on dit, oui, mais il y a une exploitation de la part de... Oui, mais alors pourquoi ça fait 60 ans que les autres, ils ne font pas non plus, tu vois. Alors que tu as des projets de sanctuaire, des projets de communication qui sont chaperonnés par des delphinariums côtiers. Mais bon, après, concrètement, ils ne font rien, tu vois. Il y a eu des articulations historiques, même plus qu'historiques, actuelles, entre des formes de l'industrie de la captivité, tu vois. Donc mais c'est des paradoxes, tu vois. Mais concrètement, ils font rien, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, je sais pas, les données, je les ai pas, tu vois. Enfin, ils publient presque pas, ils croisent pas, parce que ça aussi, c'est l'autre drame, c'est qu'ils collaborent pas entre eux. Tu as une quinzaine de projets historiques et genre 7 ou 8 projets actifs, ils s'aiment pas entre eux, ils se citent pas les uns les autres, ils s'aiment pas, ils s'ignorent, ils n'essayent pas de faire de croiser leurs données pour vérifier si l'autre il a une meilleure technique ou pas. Enfin, ils collaborent pas, c'est terrifiant, tu vois. Moi, au moins, j'essaye de faire un review de tous les projets différents et de voir qu'est-ce qui est fait par X, qu'est-ce qui est fait par Y. Ça me semble la base. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou... Ouais, vas-y. En fait, c'est un peu deux questions, mais c'est la même question. C'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la machine en question? Ouais, bien sûr. Analogique, etc. Tu as évoqué ce mot-là. Ouais. Et du coup, en nous en parlant, j'imagine que tu peux aussi nous parler de c'est quoi vos hypothèses de recherche sur les modalités linguistiques, sémiotiques qui seraient ce langage-là. Vous avez forcément des hypothèses si vous avez construit une machine. Ouais, bien sûr. Et je sais pas, par exemple, est-ce que des catégories, genre celle de Charles Pierce, reprise par Edward Ocon, langage, genre je dis n'importe quoi, indiciel, iconique, symbolique, Ah, ça, je connais mal. Ok, c'est quoi l'hypothèse à vous là? Quand tu dis... parce que tu fais référence à quoi? Je crois savoir de quoi tu parles, mais je ne veux pas dire de la merde non plus. Quand tu parles de symbolique et d'iconique. Parce qu'il y a eu des hypothèses de cet ordre qui me semblent très problématiques pour un tas de raisons. Par exemple, il existe... Quoi? Alors moi, je veux juste avoir, en fait, j'aurais pas dû parler de Charles Pierce. Je voulais juste parler de c'est quoi vos hypothèses, Okay. les modalités sémiotiques, linguistiques qu'utiliseraient les dauphins, quoi. Et peut-être juste avant, poser la première question. Ouais. La partie plus technique. Sur la machine, mais du coup, Bien sûr. Du coup, en fait, en gros, notre hypothèse, c'est que... L'hypothèse de base, c'est que les cétacés Adam ils communiquent à des fréquences beaucoup plus hautes que les nôtres. Ils ont
bande de fréquence beaucoup plus grande que la nôtre. Nous, on parle entre 0,5 et 20 kHz en gros. Dans les faits, en fait, c'est 0,5 et 5 à 7. Mais bon, on entend jusqu'à de 0 à 20, ou 0 à 22 pour les cas extrêmes, mais c'est... Voilà. Les cétacés à dents, ils entendent et communiquent, en gros, de 5 kHz à jusqu'à, dans certains cas extrêmes, de 100 kHz. Généralement, pour les turciopes, je dirais qu'ils sont jusqu'à 120 kHz, peut-être un peu plus. Mais il y a beaucoup de facteurs, ça dépend des espèces, ça dépend des groupes, j'ai pas envie de dire des conneries. D'autant plus qu'ils peuvent envoyer deux sons en même temps, que probablement l'écholocation est compris comme un sens en lui-même, comme un qualia, pas seulement comme un son entendu. Il y a un aspect 3D, disons, au son. Ils ont un rapport à l'acoustique qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus élaboré que la nôtre. Du coup, il y a énormément, quand on essaie d'enregistrer des vocalisations cétacéennes, on a une vision qui est triquée. Généralement, avec les hydrophones qu'on a, c'est des hydrophones très limités qui n'enregistrent qu'une plage de fréquence très basse, qui ne sont pas des sonogrammes en 3D. Enfin, bref, ça reste des outils très limités. D'autant plus qu'on n'a pas accès au qualia du cétacé lui-même. On n'a pas accès au... Enfin, c'est ce que disait Nagel, quoi, enfin, la chauve-souris. On n'a pas accès au sonar en tant que sonarisé, disons. Il nous faudrait des interfaces cerveau-machine, ou des mutations, des trucs à la Cronenberg. On n'a pas ces outils-là. Donc, on a besoin, pour l'instant, du moins dans l'état de nos technologies, d'outils qui nous permettent de créer un pont entre eux et nous. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un principe très similaire à la radio, et notamment radio basse fréquence, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on dit entre 0 et 20 kHz, on le transpose entre, par exemple, 30 et 50 kHz ou 60 et 80 kHz, et ensuite, tout ce que dit le cétacé entre, par exemple, 60 et 80 kHz, on le transpose à 0 et 20. Et c'est ça, en gros, l'idée. Ce qui implique évidemment une modification du son. Genre, on n'a pas accès à ce qu'ils disent en tant que tel, on a accès à une vision modifiée, biaisée, simplifiée. Et l'hypothèse qu'on veut se faire, c'est que le cétacé se rende compte de notre limitation. C'est pour ça qu'on fait la transposition entre 0 et 20, qu'il se rende compte des limitations inhérentes à notre forme de communication et qu'il adapte sa façon de vocaliser, ou même son langage, à notre forme biaisée et limitée de communication. Et que ce soit donc très probablement un processus à long terme, d'échange, avec beaucoup d'incertitudes, etc. Idéalement, on pense que soit il y aura quelque chose comme un langage un peu en pidgin qui serait un mélange, soit que le cétacé approxime une version du français ou de l'anglais, peut-être. Mais ça reste hypothétique. Bon, mais bon, ça c'est le principe, disons, c'est le principe technique. Après, il y a des inconnus sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles, par exemple, le fait que les cétacés effectivement communiquent plus vite que nous et donc reçoivent le son plus vite, est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer le son ou pas, est-ce qu'il ne faudrait pas artificiellement le modifier avec certains algorithmes. Bon, c'est des discussions. Ça, il faut le tester. Il faut pas... Ça aussi, il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait beaucoup d'hypothèses en mode non, il ne faut pas faire ça parce qu'il faut faire ceci, il faut accélérer le son, il faut que ce soit de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de discours, par exemple celui de Gene Nolman, qui disait ouais, la communication c'est comme de la musique rigidement. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, ça, on s'en fout. Mais disons que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de usines à gaz, il y a eu beaucoup de gens qui ont posé des hypothèses, mais sans trop les vérifier, sans trop les vérifier empiriquement, sans trop méthodologiquement, tu vois, bon. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est... Nous, on pense que la méthode qu'on veut mettre en place, qui a été faite plus ou moins par John Celili, par John Nolman, par White Oak aussi, plus ou moins par d'autres, hein, c'est juste une façon un peu plus élaborée, un peu plus... Mais c'est de poser ce que nous, on pense être la version méthodologiquement la plus simple. Et que si on voit que ça ne marche pas, là, on commence à complexifier. Et si on voit que ce truc un peu plus complexe ne marche pas, là, on teste une autre hypothèse. Et aller du plus petit au plus grand, mais pas faire un Shadok. Pas passer du truc le plus complexe et le plus bordélique, et ensuite aller au plus simple, tu vois. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on finit comme nos concurrents, ça fait 30 ans qu'ils font le même truc, et ça ne sert à rien, tu vois. Si on part dans une usine à gaz en mode, on va faire une putain en mode Peter Molineux qui te dit ouais, on va faire un putain de jeu vidéo, la guerre elle fait l'attaque de l'Angleterre et l'intelligence artificielle elle passe le test de Turing, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien, ouais. Quelle preuve ou quel service tu as qui sert
Après, bon, bah ça, on va les données empiriques et tout, mais disons qu'il y a déjà un soupçon lié à leur capacité cognitive, parce qu'on se dit bien que s'ils ont certaines capacités cognitives qui leur permettent, par exemple, de collaborer entre eux d'une façon extrêmement élaborée, que systématiquement ils sauvent des humains, ils sauvent d'autres cétacés, qu'ils semblent avoir des formes d'interadoption entre cétacés, qu'ils semblent avoir des formes une compréhension du concept de mort que ne semblent pas avoir d'autres espèces animales, qui semblent avoir des Bon, et après, il y a des expérimentations par rapport à leur cognition qui montrent qu'ils ont des formes de résolution de problèmes qui sont beaucoup plus élaborées, par exemple, qu'un grand singe, etc. Qu'ils arrivent à lier des... Bon, après, il y a les expérimentations linguistiques, par exemple, faites par Herman, qui montrent qu'ils conceptualisent, ils arrivent à conceptualiser des termes. Enfin, après, il y a effectivement le fait que leurs vocalisations sont extrêmement élaborées. Donc, on se doute bien qu'une espèce qui a... Enfin, une espèce, non, parce qu'il y a plein d'espèces qui ont des vocalisations extrêmement élaborées, qui ne sont pas complètement rigides, qui diffèrent entre groupes et qui ont une certaine forme de structuration, il y a un soupçon de langage. Et si en plus on croise ça avec des données expérimentales qui semblent aller dans le sens qu'ils ont des capacités linguistiques, en tout cas des capacités à faire de la linguistique, là où par exemple des grands singes, ils ont par exemple des... Ça, c'est tout un putain de débat avec Chomsky et tout le bordel. Mais en gros, par exemple, les grands singes, ils ont du mal avec la syntaxe et surtout, ils ne font pas de la récursion. Et il semblerait que les cétacés font de la syntaxe et la récursion, mais il faudrait que je sorte des données et je ne peux pas les sortir de mon cul là maintenant. Bon. Bref. Et qu'en plus de ça, comment dire, et qu'en plus de ça, il y a eu des formes d'expérimentation, enfin, les différents projets concurrents, entre guillemets, qui semblent aller dans le sens de cétacés qui ont essayé de parler avec des humains, qui ont essayé de vocaliser, etc., systématiquement. Par exemple, l'expérimentation White Dog. Bon, tout ce corpus-là nous met dans cette direction-là, disons. Du moins, même si on n'avait pas, et ça c'est important, même si on n'a pas la certitude absolue, on a assez de soupçons pour se dire il faut le tester. Parce que même si ce n'est pas vrai ou qu'ils ont des formes d'une cognition ou une linguistique limitée, bah, il faut quand même tester, quoi. Si les grands singes, ils arrivent à dire, avec leur cognition qu'on sait limiter, ils arrivent à faire des claims et à plus ou moins des demandes, à formuler des demandes et arriver même à des formes limitées de syntaxe, et pourquoi on ne devrait pas le faire avec des CTC, quoi, enfin, ou des éléphants d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une pauvreté immense sur le travail des éléphants, et sur les éléphants, il y a énormément de données empiriques et théoriques qui vont dans ce sens-là aussi. Bon, mais après, ouais, là encore, c'est une histoire de tester, en fait. C'est de tester sérieusement avec une méthodologie sérieuse, concrète, pas shadowkienne, bon. En gros, c'est ça. Et donc il y a ça, et de l'autre côté, du coup, ce que j'ai l'air de comprendre de ce que tu dis, parce que je comprends ce que tu as l'air de dire, c'est, du coup, vous pensez que c'est très probablement un langage qui ressemble énormément au langage humain, organisé autour d'une syntaxe, avec des... Ouais, je pense, peut-être que je vais passer pour dogmatique, mais je tends à penser que Chomsky, il a raison quand il dit que le langage, il a une certaine forme de structure universelle et que chez les éléphants, c'est structurellement pareil, les cétacés, c'est structurellement pareil, et chez les perroquets, par exemple, comme Alex le perroquet, c'est structurellement pareil, etc. Après, je sais qu'il y a tout le... Je connais une partie de tout ce qui est de la controverse sur les différentes formes de langage et est-ce que c'est universel ou pas. Mais je tends à penser que tu vas partant de l'univers, tu vas trouver quelque chose comme de la syntaxe ou de la récursion. Mais je sais que c'est... Je sais, les pirates, tout ça, je sais, tu vois. Enfin, mais après, par exemple, tu vois, là-dessus, c'est intéressant parce qu'il y a... tu vois tu vois Gregory Bateson, l'anthropologue des années 60 qui a fait... peut-être quelqu'un ici voit Gregory Bateson. Bon, ok. En gros, c'est un anthropologue qui a fait Ecology of Mind, Theory for an Ecology of Mind. En gros, où il a énormément créé sur le langage, l'anthropologie, etc. Et il est connu dans tout ce qui est du domaine des cétacés parce qu'en gros, dans les années 60, il a écrit un texte où il a dit non, en fait, en gros, il a dit que, enfin, comment dire, qu'en gros, les animaux, ils auraient ce qu'on appelle le langage paralinguistique, que par exemple, quand un chat il miaule, c'est pas qu'il dit un truc concrètement, mais c'est une sorte d'information générale qui dit je veux être nourri, quelque chose comme ça, et qu'en gros, les cétacés, ils auraient d'une part linguistique et en même temps une structuration du langage.
et qu'ils n'auraient pas une capacité de conceptualisation comme la nôtre, où ils arrivent à conceptualiser une tasse, un iPhone, la France, machin, parce qu'ils n'auraient pas évolué ça, parce qu'ils n'auraient pas de bras. En gros, c'est ce qu'il dit, sauf que son texte, il n'a aucun sens, pour un tas de raisons. Parce que, par exemple, il posite que, pour lui, les cétacés, ils vivent dans une sorte de... Je me demande s'il n'a pas été influencé par Lilly, qui se foutait dans les questions d'isolation, tout le bordel. En gros, son idée, c'est les dauphins, pourquoi ils auraient eu besoin d'évoluer une capacité de conceptualisation alors qu'ils n'ont pas de bras pour manipuler les objets. Sauf que c'est faux, parce que les cétacés, ils vivent dans un monde, les cétacés, c'est d'autres objets, ils ont une partie du corps, il y a la mer, la terre, le ciel, ils bouffent du poisson, enfin non, ils ont clairement... ils ne vivent pas dans un monde des idées platoniciens. C'est faux, ça c'est un délire conceptuel. Mais malheureusement, il y a des intellectuels très brillants qui sont cassés la gueule sur les cétacés. Konrad Lorenz lui-même, il a écrit un texte là-dessus dans les années 60 qui était une nullité absolue, où il a même fait un praise de son grand ennemi Skinner, où il a dit des âneries monumentales sur les conditions cétacéennes. Donc c'est un sujet où il y a des gens très brillants qui sont cassés les dents, tu vois. Mais ouais, non, moi je tends à penser en tout cas que s'ils ont un langage, il y a un truc... bon, mais si je me rends compte empiriquement c'est faux, je vais pas le nier, tu vois. Mais c'est mon hypothèse de travail, tu vois. Mais je ne vais pas non plus être dogmatique et me forcer, tu vois. Voilà, c'est l'hypothèse de travail, mais je ne veux pas non plus prendre les données, Voilà. C'est d'où la nécessité d'un rasoir d'Occam solide, tu vois, mais ouais. Et ce que je pose comme question, c'est pour démarrer, si jamais une fois que tu as la machine, pour démarrer après, pour établir une communication, ce serait aussi des protocoles pour les premières petites étapes, on va dire. Il faut savoir aussi quelles sont les mœurs de lui. Lui, en fait, c'est assez intéressant parce que la plupart des cétacés, c'est des grands voyageurs. Donc c'est très difficile d'accéder à un cétacé libre. Mais l'île de Sein, elle a deux caractéristiques. Un, elle a un groupe de dauphins libres locaux qui sont, à ma connaissance, le groupe de cétacés ayant le territoire le plus petit au monde. En gros, il fait entre genre 7 km. Et ils font le même chemin, plus ou moins, autour de l'île. Pas exactement autour de l'île, mais plus ou moins autour de l'île. Donc, du coup, en kayak, ils sont faciles d'accès. Et on sait que plus ou moins vers 15h, 17h, ils se posent au même endroit. Donc, si je vais en kayak, par exemple, avec la machine, que je me pose à 100 mètres, disons, et que j'envoie des signaux à une certaine fréquence, on a une certaine confiance qu'ils pourraient venir vers nous et essayer d'envoyer des fréquences. D'autant plus qu'il y a eu des expérimentations similaires qui ont été faites avant. Par exemple, par White Dog, par exemple, même avec Randy d'ailleurs. Il y avait quelqu'un qui avait utilisé ce qu'on appelle un pinger avec Randy, qui est un appareil qui envoie des fréquences très hautes en gros pour déterrer les dauphins qui s'approchent des filets. Et Randy s'était intéressé, il était venu vers ça, etc. Donc il y a des données expérimentales qui tendent vers l'idée que si tu envoies des sons sous l'eau et qu'en plus tu les envoies à des fréquences assez hautes, les cétacés, ça les intéresse. Bon. Donc, et après, il y a Randy. Et Randy, lui, c'est un cétacé solitaire dont le QG, entre guillemets, c'est l'île de Sein, et il va presque systématiquement, presque tous les jours, devant la même bouée, ici, dans le port de Sein. Et il est là pendant des heures et des heures et des heures, et il traîne, et il attend des gens et tout. Et il a un rapport assez ludique et assez bienveillant avec les humains. Bon, après, évidemment, si tu harcèles un solitaire, comme c'est arrivé dans certains cas avec Randy et d'autres, où tu as genre 100 personnes qui se foutent dans l'eau, qui commencent à le prendre comme ça, son concernement, à foutre leurs doigts dans les vents et tout, oui, il va s'énerver, il va te mordre et tout. Mais si tu respectes son consentement, la distance et tout, que tu t'approches, que tu le laisses, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, il va pas. Bon. Et du coup, l'idée, c'est je me mets sur le quai à 100 mètres. Excuse-moi. Non, je ne sais pas si tu l'as dit déjà. Ouais. Mais la machine, elle permet aussi d'envoyer. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle un transpondeur. Il envoie, il émet. C'est ça le but. D'ailleurs, il y a plein de projets concurrents. Le problème, c'est soit ils émettent, soit ils reçoivent. Ouais, mais c'est génial. Pendant 30 ans, tu fais de l'enregistrement, de vocalisation. Oui, c'est génial. C'est ce que font pour les Spong et White-Red et tout. Mais il y a des limites à ça, tu vois. Enfin, c'est bon, mais ça, c'est tout un... Il faudrait que je sorte des données empiriques, je ne sais pas là-dessus. Mais ouais, l'idée, c'est tu envoies, tu reçois, tu envoies, tu reçois. Par rapport à ce que tu reçois, tu envoies un truc un peu différent. Tu vois quelle est sa réponse. Est-ce qu'il envoie telle plage de fréquence ou pas? Enfin, c'est ça. C'est vraiment un échange, un peu comme un ping-pong. Et voir ce que ça donne. Et jusqu'à quel moment on commence à peut-être construire. Est-ce qu'on va avoir des échanges de mots qui vont commencer à faire du sens? Est-ce que ça va être des parties du corps ou des objets ou des noms? Je ne sais pas.
Ça, c'est un truc qui va être un peu... Ouais, vas-y. Il y a vraiment des inconnus hein, là-dessus, c'est vraiment l'expérimentation. Ouais, dis-moi. Et tout va être filmé. Hein. Ça, c'est absolument fondamental. On filme tout, on enregistre tout sur carte SD. Ça, c'est fondamental parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Il faut que mes données elles soient recoupées par d'autres. Il faut qu'il y ait des preuves empiriques que c'est arrivé, que je suis pas en train de dire de la merde. Enfin bref, ouais, dis-moi. Il faut poster sur TikTok. Ah non, mais tu déconnes. Mais oui, non, je vais faire sur TikTok, sur Instagram et sur TikTok. TikTok, non, mais je sais que TikTok, oui, c'est les zoomers qui dansent et tout. TikTok, c'est une putain de plateforme. Et tu sais qu'il y a des gens, même des gens très sérieux, hein, qui font des trucs de vulgarisation sur TikTok qui marchent très bien. Maintenant, tu as de plus en plus de gens, par exemple, qui sont des vulgarisateurs de gauche en politique et tout, qui sont sur TikTok, et ça marche très bien. C'est un putain d'outil. Hein. Dis-toi qu'il y a des outils qui servaient, qui ont été ridiculisés comme Discord, qui servaient pour les jeux vidéo, pour Twitch, qui maintenant sont des putains d'outils de vulgarisation politique et tout. C'est pas de la merde. Ouais, dis-moi. J'ai beaucoup aimé lorsque tu parlais à partir de ce que tu as appelé le piège du romantisme. Ouais. De ce que tu disais sur la difficulté à entrer en contact avec l'autre. En général, aussi, il y avait, comme si on n'arrivait pas à faire la rencontre. Ouais. Systématiquement, on passait à côté, que en fait, la séparation, qui là en l'occurrence se manifeste par des espèces, mais on peut dire, à mon avis, de manière un peu plus générale, la séparation entre les êtres revenait systématiquement. Ouais, c'est très latourien, ça. C'est très latourien. Un peu, non? Non, peut-être, non, mais je ne peux pas poser un truc, mais je pense, non, je sais pas. Alors, en gros, on se manque. Genre, on croit qu'on arrive à discuter, et en fait, il y a un malentendu. Bon, après, il y a toujours un malentendu. Ça, c'est le grand argument. Il y a toujours un malentendu, une distance, tout ça. Après, quand ça se... C'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste, il y a toujours un grand... c'est facile de dire, ouais, il y a toujours une grande fossé entre tous les êtres, entre moi et toi, machin. Ouais, mais là, concrètement, c'est très concret. C'est pas juste qu'on parle entre nous et qu'il y a un fossé conceptuel. Là, on parle de littéralement, il y a une négation de la communication, alors qu'on a les moyens techniques de le faire. Et, tu vois, ouais, de quoi, excuse-moi. C'était un premier point pour Ouais, vas-y, excuse-moi. Quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Et probablement que, tu n'as pas énormément détaillé là-dessus, mais le rapport entre autisme et rencontre avec les dauphins. Ouais, je sais. C'est un point que... Ça, c'est super intéressant. Tu sais, alors, il y a une histoire là derrière. Ma compréhension, c'est que... Il y a une histoire du rapport au New Age avec les cétacés qui a commencé avec Lily, mais qui s'est renforcée au début des années 80. Et je sais qu'il y a une histoire de la commercialisation de ça. Comment c'est arrivé avec l'autisme, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est arrivé assez tôt dans cette histoire-là, et c'est devenu très pervasif, très rapidement, tu vois. Genre en mode, cette idée du... Mais en fait, je ne saurais pas te dire comment l'autisme s'est agrafé à ça. Ça, je ne peux pas te la dire. J'ai des connaissances, même je suis Asperger, enfin, ça se voit. Mais bon, mais après, là, on parle d'autisme non-verbaux et tout. Bon, c'est un autre délire, comment dire, il y a une histoire qui n'est pas claire, dans ma tête en tout cas, il faudrait que je fasse mon travail de recherche. Par contre, l'idée du cétacé comme sauveur et comme healer, ça c'est un truc que tu peux tracer dès Lily, tu vois. Tout ce délire du cétacé comme sauvant l'humain, comme l'ouvrant à un nouveau monde conceptuel, à une nouvelle façon de faire, un rapport à la nature, à la mer, comme un environnement idéalisé, etc., où tu flottes librement. Il y a tout un truc comme ça, comme le cétacé, comme te sauvant, qui est fondamental dans cette vision New Age, tu vois. Et moi, je veux vraiment me distancier de ça. Je suis pas là pour, on n'est pas là pour... Ça, par exemple, bon là, je n'ai pas Internet, sinon je vous l'aurais montré, ça aurait été ultra drôle. Parce que, par exemple, tu as des anthropologues, mais je pense pas que vous les connaissez. Tu as un couple d'anthropologues franco-russes qui s'appelle les Gratovski. Les Gratovski, ils sont assez connus en Russie, c'est un peu des nouveaux riches. Ils ont sorti un certain nombre de documentaires sur les cétacés, dont un qui s'appelle Intraterrestrial, où il parle de la notion de premier contact de façon très new age, bizarroïde, où il mélange avec des trucs hindous et tout, je comprends rien. Et tout leur documentaire, c'est dire, nous on veut communiquer, mais en plus quand ils disent communiquer, tu sais pas s'ils parlent de premier contact ou délire télépathique ou je sais pas quoi, on veut communiquer avec les cétacés, non pour eux, mais pour nous sauver nous. Je dis, mais allez, mais faut être con,
Mais vous êtes cons, putain. Non, non, c'est pour eux qu'on le fait. C'est parce qu'il y a des problèmes concrets, matériels, de destruction de leur environnement, de leurs ressources. Qu'est-ce qu'on a à branler de nous? Oui, bien sûr que ce serait bien que l'humanité, oui, qu'elle devienne, peut-être comme Descola a dit, ouais, qu'elle devienne plus naturaliste, machin. Ok, mais fondamentalement, le but, c'est que tu as des problèmes, c'est très marxiste, tu vois, politiquement, genre. Bon, non, et dans le New Age, il y a tout ce délire de, que ce soit le dauphin ou telle population aborigène ou je sais pas quoi, ou telle pratique, les cristaux, je sais pas, telle herbe, le cannabis, tel machin, tout ce que tu veux, est là pour nous sauver, nous, l'occidental perdu, tu vois. Non mais vraiment, c'est systématique. Tout le New Age est traversé par ça. C'est la thématique d'être sauvé par. Et moi, je veux vraiment me flusher ça dans les toilettes, tu vois. Genre vraiment, genre vraiment l'expulser, tu vois. Mais là, Ouais. là, du coup, tu ramènes ça à des considérations sur l'occidental perdu. Ah ouais, non mais à fond, vraiment, c'est obligé de... Ouais. Et là, du coup, ça va être un point critique sur ce projet d'entrer en communication avec les dauphins à travers des machines. C'est... Ah putain, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est la notion de technophilie, mais bon, ouais. Je vais finir. Ouais, vas-y. Ok. Si tu enfin, j'ai l'impression que entrer en, enfin, ne serait-ce que le présupposé de base, déjà on passe par des machines, mais le présupposé de base qui consiste à dire que tu entres en communication avec des êtres, enfin que le moyen privilégié de communication avec des êtres, c'est le langage, mais j'ai l'impression que c'est un présupposé humain. Non, je pense pas. Je pense que... Bah déjà, c'est surtout... Ouais, vas-y, ouais. Je finis là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que ça repose sur l'idée que se rencontrer, c'est parler. Alors que j'ai l'impression qu'un truc spontané, s'agissant des poissons, Non, mais c'est pas un poisson. C'est des mammifères, du coup. Peut-être que j'aurais dû préciser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais ouais, vas-y. S'agissant d'êtres dont l'essentiel de l'activité consiste à nager, c'est peut-être de nager, c'est peut-être moins de parler que de... Alors, oui, mais c'est ce qu'a dit Lily depuis les années 60, mais c'est tout le romantisme avec, par exemple, Pichard, elle fait ça. Justement, elle est dans ce type de rapport. Elle nage avec lui, avec Randy, elle joue avec lui, il y a ce truc très romantique, mais ce qui est très bien, tu vois, je ne le critique pas. Il y a beaucoup je te dis, de figures comme ça, comme Jeanne Plot, comme White Dog, etc., il y en a plein d'autres, j'oublie les noms, mais bon, qui ont eu ces rapports privilégiés, notamment avec des cétacés solitaires, où tu as ce truc de nager avec eux, dans une forme de complicité. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que ça fait 60 ans qu'on le fait. Et après quoi, tu vois? Enfin, oui, c'est très bien, mais c'est limité. Et surtout, nous, on ne veut pas parler avec eux parce que le présupposé humain, machin, très technique. Non, on veut parler avec eux parce que, de un, on sait qu'on peut, et de deux, on pense qu'il y a une nécessité, et de trois, parce qu'on a des preuves empiriques qu'au moins chez certains individus, il y a une volonté d'échange vocal, ce qu'ils font entre eux par ailleurs. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas juste. Mais je vois pourquoi tu le dis. Mais évidemment, le but, c'est pas juste de parler, c'est évidemment d'avoir ce rapport humain très physique, comme on l'a tous dans cette salle, tu vois. On ne fait pas que communiquer rigidement comme une machine qui répond à une autre machine. C'est les deux, les deux sont liés. Mais évidemment, quand je dis échange linguistique, ça s'accompagne avec ce rapport, comme tu l'écris. Mais en même temps, tu vois, c'est pour ça que je parlais de romantisme. Oui, c'est bien, le mec aussi, Nolman, qui faisait de la musique, qui jouait du saxophone pour les orques. Ok, génial, c'est super beau, mais il y a une urgence là, tu vois. Enfin bon, ouais, t'es avec ton flutio pendant 50 ans, mais à un moment, voilà, quoi, il faut passer à l'étape suivante, mais ouais. Vas-y, ouais. Moi, j'ai pas compris. Enfin, vous voulez rentrer en contact avec les dauphins, vous voulez échanger avec eux, mais on parle pas la même langue, on ne sait même pas si on a la même structure de communication. Comment vous savez ce que vous allez leur envoyer et comment vous savez ce que ça veut dire? Oui, bah après, ça c'est oui. Nous, on pense qu'il y a un présupposé. Enfin, nous, on pense pour des raisons empiriques qu'il y a une structure commune et qu'il est possible de. Ouais. Mais le langage, c'est culturel. Genre, par exemple, nous, on dit bonjour, eux, on sait pas si bonjour. Justement, là-dessus, c'est intéressant parce qu'il. Ouais, après, il y a la notion de signature sifflée qui est un peu. Mais bon, ça, c'est un autre délire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais oui, il y a plus ou moins des preuves de ça. Mais il y a des éléments qui vont dans le sens, en gros. Mais. Non, on n'est pas forcément nul. Déjà, on a des choses en commun. Déjà, on a une tête, on a un axe. De quoi? Oui, mais c'est pas un problème, ça. C'est toute la notion de à quel point on est intercompréhensible. C'est un problème de test. C'est pas juste d'avoir un présupposé
il faut vérifier à 100% si on l'est, et là, on fait quelque chose. C'est, on teste empiriquement, on teste empiriquement, on teste empiriquement, et on teste les limites. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on a des données empiriques sur la compréhension des dauphins entre eux dans des cultures de dauphins différentes? Oui, complètement, ouais, bien sûr. D'ailleurs, l'un des premiers tests qui ont été faits expérimentalement dans les années 60, déjà, de 1, c'est de voir si les cétacés communiquent entre eux. Par exemple, en ayant deux bassins séparés où tu as un cétacé qui ne peut pas voir l'autre cétacé, mais qui peut communiquer avec un micro, et on voit qu'ils peuvent s'échanger des informations sur des objets précis extérieurs, etc. Et de deux, oui, on a des données empiriques très concrètes. On voit, par exemple, que... il y a des études là-dessus, il faut que je les retrouve sur ResearchGate et tout, mais par exemple, où tu as un groupe de cétacés d'une espèce qui rencontre un groupe de cétacés d'autre espèce, par exemple, je sais pas, des tursiops avec des pilot whales, ou je sais pas, et leur gamme de fréquences shift pour s'accorder à l'autre groupe, par exemple. Ou tu as un dauphin d'une espèce donnée, je crois que c'était un dauphin commun, donc un delphinus, qui était plus ou moins solitaire et qui s'était intégré dans un groupe de ce qu'on appelle des marsouins communs, et ces vocalisations, quand on a enregistré ces vocalisations, elles avaient shifté à des fréquences 20 kHz plus hautes que celles qu'il utilise normalement au sein de son espèce, pour s'accommoder à ces marsouins. Tu vois. Donc oui, ils sont là clairement. En plus, il y a toute la notion des dialectes. On sait que les cétacés ont des dialectes différents selon les lieux, que les dauphins de la mer Pontique n'ont pas le même dialecte ou le même langage que ceux qu'il y a dans l'Atlantique ou ceux qu'il y a aux Bahamas, etc. Ça, on le sait depuis longtemps. On le retrouve chez plein d'espèces de cétacés différentes. On le retrouve chez des espèces de singes comme ce qu'on appelle les gibbons. Les gibbons. Tu as plein de données, ça fait 20-30 ans qu'on retrouve des tas de trucs là-dessus, ça c'est pas un problème. Ça, l'histoire du dialecte et le langage différent, on le sait. Le problème, il est ailleurs. Pour moi, il est plus dans la pratique que dans la théorie, on l'a, disons. On a des données empiriques qui vont dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on fait avec ces données, quoi. Ouais, vas-y. Bah, je vais quitter les considérations techniques. Ouais. Mais est-ce que tu as parfois peur que l'expérience soit détournée? Bah, ouais, mais on l'a dit tout à l'heure. En fait, est-ce que c'est une légende, cette histoire d'un dauphin militaire américain? Oui, il y a ça aussi. Il existe une forme de théorie du complot, plus ou moins théorie du complot, selon laquelle les Amerlocs auraient réussi à faire ça depuis les années 60 et qu'ils le cachent plus ou moins. C'est peut-être vrai, mais le truc, c'est que... Quoi ? Ils communiqueraient déjà avec... Ouais, c'est-à-dire, en gros, si je résume l'histoire du truc, les premières expérimentations en ce sens ont été financées par l'US Navy parce que c'est l'US... Ben non, mais tu rigoles, mais Flipper, en fait, est une idée de base inspirée par le travail de John C. Lilly avec les cétacés captifs de sa station à Saint-Thomas dans les années 60. Et les études de Lilly ont été financées par l'US Navy. Et ensuite, il y a eu les études de Wayne Batteau, qui aussi ont été financées par l'US Navy, en ce sens avec une machine qu'on appelle le transphonomètre. Et Wayne Batteau est mort, accidentellement, mais bon, il y a une théorie du complot que ce ne serait pas accidentel, mais bon, moi, j'y crois pas trop. Et la machine qu'il aurait fabriquée, qui s'appelle le transphonomètre, a été classifiée par l'US Navy, donc il y a ce soupçon, etc. Bon, c'est possible. C'est possible. En tout cas, oui. Mais après, le truc, c'est que si c'est le cas, ça n'a jamais fuité. Il n'y a aucune preuve empirique de ça. C'est possible, par exemple, que oui, ils le fassent, mais d'une façon très primitive ou très primaire. De toute façon, est-ce que ça a avancé quelque chose pour eux éthiquement? Je ne sais pas. Les dauphins de l'US Navy, ils vivent dans des mini-cages à San Diego, dans des conditions absolument atroces. Ils sont méga exploités. Il y a des transferts constants entre... en tout cas, une époque, je ne sais plus maintenant, mais en tout cas, une époque, il y a eu des transferts de cétacés entre SeaWorld et l'US Navy. Ça a changé quelque chose pour eux, je ne sais pas. Oui, c'est possible, mais le problème pour moi, il n'est pas vraiment là. Le problème, par exemple, pour moi, c'est, par exemple, oui, sans doute, si on a des capacités de linguistique, de contact parlé, peut-être que, par exemple, des entreprises pourraient essayer d'exploiter les cétacés comme prolétaires. Ça paraît un peu absurde aujourd'hui, mais on peut considérer par exemple le fait que, vous connaissez par exemple, c'est un peu de la SF maintenant, mais c'est le truc dans 20-30 ans, on l'aura. Est-ce que vous connaissez la notion d'interface cerveau-machine? C'est-à-dire l'idée que par exemple, on peut implanter un électrode dans le cerveau qui permette par exemple d'avoir accès à un sens qu'on n'a pas via une machine. Par exemple, un œil artificiel,
aux ultraviolets ou des choses comme ça, ou alors, par exemple, de contrôler une main artificielle. Donc, en théorie, on pourrait, par exemple, avoir un dauphin qui arrive à contrôler un bras artificiel, par exemple, qui arriverait à manipuler. Bon, ça reste encore très théorique. Bon. Mais on peut imaginer que dans 30, 40, 50 ans, ouais, on exploite des cétacés, par exemple, pour travailler dans les plateformes pétrolières, pour l'aquaculture. C'est pas inimaginable. Ça paraît dingue, là, dit comme ça, mais les outils techniques existent. Et sachant qu'en plus, il y a un scramble for the ocean, une sorte de partage de l'océan qui se fait aujourd'hui entre les différentes nations, avec les zones économiques exclusives, avec la prospection minière pour le pétrole et le gaz sous-marin, les fameux nodules polymétalliques, les nouvelles ressources halieutiques, etc. C'est pas impossible qu'une forme d'exploitation comme ça émerge. Bon, c'est pas complètement de la SF. Donc oui, je pense que c'est possible, mais je pense que, comment dire, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un sacrifice nécessaire, mais je dirais que je préfère un monde où ça existe, mais la capacité de contact linguistique et de capacité des cétacés à émettre des claims et avoir une possibilité de se rebeller ou de résister matériellement à un apanage humain, y compris, mais ça paraît un peu dingue, mais même qu'ils aient des armes ou un truc comme ça, on ne sait rien. Je préfère ce monde-là. Non, mais on peut imaginer qu'ils aient des armes sous-marines. Par exemple, il existe des fusils sous-marins ou des armes sonars. Ça existe. On peut imaginer quelque chose de cet ordre. Je préférais un monde comme ça qu'un monde où ils soient considérés comme des animaux sauvages et qu'on les foute dans les sanctuaires et qu'on les laisse mourir à petit feu. Tu vois? Je préfère ce monde cyberpunk de merde plutôt que le monde qui n'est pas cyberpunk mais qui est pire. Tu vois? Vas-y. Dans la même logique, est-ce que, tout bêtement, il existe des groupes qui aident les dauphins à s'évader Il y en a eu dans les années... Alors c'est intéressant ce que tu dis. Une des personnes qui collabore avec nous, c'est Kenneth Haslevasseur. Et Kenneth Haslevasseur est une personne qui a beaucoup travaillé sur la notion de la capacité de parler avec les cétacés, qui a fait des compendiums d'études, etc. Mais il est connu notamment parce qu'à Hawaï, il a libéré 2 dauphins d'un laboratoire où il travaillait, sur lequel il travaillait justement sur la collision et le langage des cétacés. C'était en 1977. Et il y a eu un autre groupe d'Anglais mené par Alan Cooper, je crois, qui a essayé de libérer un dauphin dans les années 80-90 en Angleterre et ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont attrapés par la police avant et tout. Il y a eu, et après, bon, il y a Richard O'Barry et tout le bordel, où là, c'est plus dans le point de vue légal. Il y a eu, en tout cas, des tentatives, mais de façon très fragmentaire et pour des raisons techniques très évidentes, c'est très difficile de le faire. En tout cas, pour ce qui est en tout cas, pour ce qui est des établissements non côtiers qui seraient dans l'intérieur des terres, c'est pratiquement impossible. D'où la nécessité de passer par des moyens légaux. Mais le problème, c'est que si tu passes par les moyens légaux, bah, il y a toute la problématique de, ouais, on les libère en les foutant dans des sortes de cages et on les oublie, enfin, on les éduque à être sauvages à nouveau, etc. Avec toute cette idée qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une société hybride entre cétacés et humains, où on ne pourrait pas parler avec eux. Bon, tu vois, il y a cette idée vraiment d'une division stricte entre nature et monde humain. Tu vois, bon, après, je pourrais délirer pendant des heures sur les différents types de libération qui ont été faites avant et comment elles traduisent ça, etc. Mais oui, disons qu'il y a un manque d'imagination sur cet aspect-là, tu vois. Et que ça reste très fragmentaire. Bon. Mais ouais, ça c'est tout un sujet. Hein. Si je commence à parler des libérations, c'est 2 heures, tu vois. Ouais, vas-y. Imaginons, c'est un mauvais exemple, mais tous les matins, je traverse un bout de chemin pour aller à mon travail et j'ai un oiseau qui communique avec moi et tous les jours, il a vu qu'à telle heure, j'étais sur le chemin. Il débarque et puis à chaque fois, il essaie de faire un petit chant pour essayer de tirer mon attention. Moi, tous les jours, je vais voir, il est mignon, l'oiseau, il chante, etc. Donc, je vais faire coucou et demander. Et comment, enfin, peut-être que c'est un mauvais exemple, hein, mais en fait, comment au démarrage, malgré le fait que tu aies l'appareil qui fonctionne, etc., comment tu ne seras pas dans un cadre, même s'ils communiquent entre eux, par exemple, quand ils vont chasser ou autre, tu ne seras pas dans ce cadre-là. C'est vrai. Bah, on va envoyer des signaux et on voit ce que ça donne. C'est aussi con que ça, mais c'est vrai. Quoi? Mais oui, mais après, si Pichard il va être en mode...
télépathie. Non, mais sans vouloir me moquer d'elle, tu vois, mais tu vois, enfin, oui, j'y ai pensé, évidemment, que Pichal nous introduise à Randy, etc. C'est possible, mais après, tu vois, c'est les limitations de... Tu vois, mais c'est intéressant parce qu'à une époque, moi, j'étais très, très, très hostile au New Age, et j'ai fini, et quelqu'un m'a donné un putain de contre-argument en me disant, oui, mais toi, tu es en anthropologie. Est-ce que tu ne devrais pas étudier les gens qui sont dans des trucs New Age d'un point de vue d'anthropologue? En fait, il a raison. Mais bon, ça c'est... mais moi, je pense, bah, fondamentalement, c'est de l'essai-erreur. C'est juste, j'envoie un signal à une certaine fréquence, dans sa direction, je vois comment il répond après un certain temps. S'il ne va pas dans notre direction, on s'approche de lui, on envoie un certain signal, on fait des différents types de signaux, on essaye d'élaborer le signal, utiliser ma voix, sa voix, etc. On essaye, quoi. Nous, on pense que ça va marcher parce qu'il y a un tas de précédents, etc., y compris de Randy, qui vont dans ce sens-là. On verra. Si ça ne marche pas avec lui, on essaye avec la population libre. C'est ça. Des choses pour te motiver en fait, à interagir, moi, je sais pas. On ne sait pas. Oui, plus ou moins, mais on pense qu'envoyer un signal va suffire, mais on verra. On verra. Vraiment, on ne sait pas. Ouais, quoi. Chadrin, enfin, on peut supposer qu'il sera surpris par les sons qu'on envoie. En fait. Oui, je pense. On a entendu ça avant, donc, bon, Je pense. Enfin, ouais. On pense qu'il sera surpris, mais après, il faut voir... De quoi Tout le monde... Ça revient souvent, la blague du dauphin qui t'insulte. Je vois, souvent, quand j'en parle, les gens me... De quoi? C'est toi qui as insulté le dauphin. Ah oui. Ouais, non, je vois. De quoi? Ouais, ouais. Ouais. Oui, mais ça a été fait. Ouais, mais ça a été fait, mais c'est... Oui, mais c'est déjà en train d'être fait par un tas de chercheurs différents. Herzing fait un truc similaire, il me semble que Whitehead et Payne ils font un truc similaire. Ouais, mais ça c'est littéralement... Disons que ça, c'est un truc qui est notamment fait dans le travail de recherche qui cherche à étudier les vocalisations. Il ne faut pas confondre trois trucs. Il y a trois trucs différents et il y a un gros problème notamment avec les projets concurrents parce qu'ils tendent à faire ces trois trucs en même temps dans une sorte de... Tu vois, par exemple, l'épisode des Simpsons où tu as Monsieur Mr. Burns qui a toutes les maladies du monde parce qu'en gros, tu as une porte comme ça avec toutes les maladies qui essaient de rentrer dans la porte et du coup, il n'est jamais malade parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Vous avez pas vu cet épisode des Simpsons? Bon, merde, vous n'avez pas la référence. Mais en gros, c'est du cramming. Tu essayes de faire 3 milliards de trucs en même temps, ça ne marche pas. Là, c'est pareil. Tu as des gens qui essayent de, en même temps, enregistrer les vocalisations des cétacés telles qu'ils les émettent indépendamment d'un contact humain. Donc, par exemple, entre eux, ce que font Roger Penn, Whitehead, Herzing, etc., Paul Spong, bon, bref. En même temps, élucider des capacités cognitives des cétacés par des moyens expérimentaux, et en même temps, parler avec eux. Tu ne peux pas faire ces trois trucs en même temps. À un moment, il faut décider, tu vois. Et il y en a qui tendent à faire ça, c'est-à-dire, Herzing, par exemple, typiquement, ah oui, en même temps, on veut parler à météo, mais en même temps, on va enregistrer les vocalisations pendant 30 ans. Ouais, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut un contact. Les études sur les vocalisations, elles sont faites dans leur coin. On sait déjà qu'il se passe des trucs. Ça, c'est pas vraiment notre domaine. Le domaine, c'est vraiment voir ce qui se passe quand il y a une interaction directe. Et surtout, l'autre problème, c'est que moi, j'adorais faire une linguistique de leur langue. Mais je peux pas. Parce que je n'ai pas accès au qualia, parce que je n'ai pas un sonar, etc. Pour ça, il faudrait des appareillages avancés, il faudrait des interfaces cerveau-machine dans 50 ans. Enfin, il faudrait que je mute, enfin, il faudrait des trucs à la Cronenberg où je me greffe en putain de sonar, un melon excuse-moi. Ouais, non, absolument, oui, il y a des trucs. Bon, après, il y a tout le truc de la signature sifflée, mais oui, il y a des patterns qui reviennent. Ces patterns ne semblent pas être complètement déterminés génétiquement. Ils varient de population en population, etc. Oui, il y a plein de trucs. Mais ça, il faudrait que je te réfère aux études qui ont été faites là-dessus par tout ça, par Spong, par Vladimir Markov, par Herzing, il y en a plein. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Sur plein d'espèces, sur des orques, sur des tursiops, sur des baleines, sur des cachalots. Beaucoup sur les Whitehead, c'est sur les cachalots. Bon. Mais ça fait 50 ans qu'on le sait. C'est tout de la preuve. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le truc, c'est que justement, nous, on sait ça, mais on sait, quoi. Non, on veut mettre ça de côté et aller sur le terrain. On ne veut plus être dans la masturbation en mode, ah oui, il nous faut extraire la petite donnée empirique qui va confirmer. C'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on finit jamais, quoi. On commence rien, parce que, tu vois, excuse-moi, ouais. Tu voulais dire un truc?
C'est possible, ouais. Mais c'est une possibilité. Je crois qu'elle avait été plus ou moins essayée à une époque, j'ai un doute. Mais ouais, c'est une possibilité. Mais après, ça demande aussi le fait d'identifier cette vocalisation à tel moment, ce qui demande un certain travail. D'un point de vue méthodologique, ça fait plus sens d'essayer juste d'envoyer des signaux à des fréquences plus hautes pour voir s'il y a un effet de surprise, un effet de curiosité. Et après, si ça ne marche pas, là, essayer de... Mais pourquoi faire le plus compliqué si on peut commencer par le plus simple? C'est ça ce que je dis, c'est mon problème avec les autres projets. Ouais. Bah, pas vraiment, parce que le problème, c'est que déjà, de 1, il faut faire l'effort de récupérer la vocalisation, ce qui n'est pas évident, parce que notamment, autant avec le groupe externe qui avait grandi, bah, il faut attendre qu'ils vocalisent et qu'ils soient en train de le faire à tel moment, parce qu'il faut les suivre, c'est chiant, etc. Et de 2, tu vas avoir des tonnes de vocalisations qui, en plus, sont difficiles à diviser. Comment tu sais lequel c'est le mot poisson, tu vois? Ouais, mais c'est un bordel, c'est ultra difficile. Les gens qui font ça avec les ordres du Puget Sound, mais en plus, ils ont des vocalisations. Mais comment tu sais que c'est le mot poisson? C'est le problème du gavagai. Comment tu sais que c'est pas la poissonnité ou le... Ouais, bien sûr, mais dans une langue étrangère, il y a du participatif, c'est du Malinowski, c'est pas juste, t'arrives pas des Chinois qui sont en train de parler entre eux et qui remarquent avec ta caméra sous un buisson, en mode, ah putain, tu vois, quoi? Oui, mais on a la langue égyptienne, parce que les Grecs, parce qu'on a leur langue, parce qu'elle a été traduite par les Grecs, et parce qu'on a le pierre de Rosette, etc. Là, en plus, il faut savoir que c'est une vocalisation non humaine. On a littéralement, avec des micros conventionnels, on ne capte que même pas 1 sur 10 de ce qu'ils disent. On a genre le truc à plat, parce qu'en plus, ils envoient des vocalisations en 3D, et en plus, on n'a pas le qualia, entre guillemets. Donc en fait, c'est littéralement comme si genre... Enfin, on a une vision méga biaisée du truc. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Et en fait, je reviens du coup aux petites questions qui traînaient par là. Du coup, en fait, c'est aussi la question que j'essaie de mener, etc. Mais si du coup, il y a une vocalisation en 3D avec une utilisation de sonar, quelle est la part contextuelle dans ce truc-là, etc. Si du coup tu considères qu'à partir de ces données-là, en essayant de les spatialiser, on n'arrivera même pas à déchiffrer un mot, comment tu peux imaginer que tu vas parler avec eux? Et ensuite, comment tu vas te rendre compte peut-être que tes hypothèses de base n'étaient pas les bonnes, par exemple, Ouais. parce que tu dis, moi je pars sur cette hypothèse-là, par contre, si les données empiriques qu'on me renvoie que c'est pas ça, bah, très bien, je suis ça. Sauf qu'en fait, quand tu trouves pas un truc, comment tu sais que c'est parce que ton hypothèse est mauvaise ou parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne façon de tourner ton discours? Oui, bien sûr. Mais après, c'est juste parce que c'est le problème de la vérification des données, etc. Il va falloir que je teste avec beaucoup d'individus, avec des individus de populations différentes, dans différents contextes, etc. Il va falloir qu'on fasse des tonnes de tests, et avec... il y a d'autres populations en Europe, etc., sur lesquelles on peut tester des choses, etc. Mais il y a toujours une forme d'incertitude, bien sûr. C'est tout le problème aussi. Est-ce qu'il y a un problème technique avec ça? Est-ce qu'il y a une raison culturelle? C'est un gros problème. Il y a énormément d'incertitudes. J'avoue que je ne peux pas tester à 100%, mais je pense qu'il y a un protocole qui peut être fait. Après, le truc, c'est que nous, on pense qu'il est possible, qu'il n'est pas nécessaire de répliquer à 100% l'appareil de vocalisation cétacéenne, comme le pense, par exemple, ce mec-là, donc Kazewicz, qui essaie de faire, il n'est pas le seul, hein, de faire une sorte d'appareillage qui capte parfaitement en 3D et tout, avec tout un système qui coûte 10 milliards de francs. Bref, pour communiquer, on pense qu'on peut, faire un langage pont avec une structure pont, disons, qui puisse être utilisé en commun autant par eux, autant par nous avec facilité. Pour des raisons empiriques qui sont liées à la vocalisation des cétacés, avec ce qu'on sait des projets précédents, etc. Parce qu'il y a eu, par exemple, un cas précédent qui est celui de l'expérimentation de White Dog en Nouvelle-Zélande avec un cétacé libre, où il a envoyé des vocalisations sous l'eau, et même à des hautes fréquences, mais pas des fréquences plus hautes que l'audition humaine, où le cétacé, il a répondu, et non seulement il répondait, mais il l'a mené vers des fréquences plus hautes, et il voulait qu'il aille dans des fréquences plus hautes, et après il s'est rendu compte, ah merde, le cétacé veut m'emmener vers là, et si on va avoir une communication, on a besoin d'un appareillage qui fasse la transcription de fréquence. Évidemment, il l'a jamais fait, après il est mort, donc bref. Mais du coup, ouais, non, on pense que pour des raisons techniques, ouais, c'est possible. Nous, on ne pense pas comme Kazewicz, et s'il y a des données méthodologiques qui démontrent, ou en tout cas qui montrent avec beaucoup de sûreté que ce n'est pas possible, je les veux. Sauf que moi, je suis assez familier, je n'ai pas tout lu à 100%, mais je suis assez familier avec ce qu'ils ont publié et ce qu'ils disent pour penser qu'ils justifient mal leurs a priori conceptuels.
En tout cas, de ce que j'ai lu jusqu'à là. C'est possible que j'ai tort, mais jusqu'à là, il me semble qu'ils ont tendance à dire « Ah, c'est comme ça », mais pas à bien le démontrer, tu vois. Ce qui est un des problèmes avec ce type de projet. Mais bon, ouais. Mais là encore, tester. Si Randy ne répond pas, peut-être que ça marchera avec un autre solitaire ailleurs. Et en plus, et peut-être que ça marchera avec la population locale de ça. Ils sont 31, donc ça veut dire qu'on a 31 sujets pour tester. Tu vois. Donc, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je suis assez d'accord avec ce que Nils disait sur c'est peut-être pas vain de leur envoyer des mots à eux plutôt que de leur envoyer des trucs. Ah non, mais je dis pas que c'est une mauvaise méthode. Je dis juste que... Ouais. Je dis que la donnée, elle est compliquée parce que. Elle est compliquée, ouais. Mais en fait, si on a les appareils pour capter leur langue, même si nous, on la comprend pas, on peut la chiffrer. Et à partir du moment où on peut la chiffrer, on peut faire des Ouais, mais... même multidimensionnelles. Ouais, mais c'est... Ouais, mais... Identifier des caractéristiques, les recroiser, et à partir du contexte dans lequel ils ont été émis, essayer d'identifier des mots. Oui, mais dis-toi que techniquement, tout ça, c'est un bordel immense. Dis-toi que ça demande des moyens financiers et matériels qui sont bien supérieurs avec ce... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux commencer... C'est pas que c'est con comme idée, c'est que je veux commencer par le truc méthodologiquement plus simple et voir si ça, c'est possible et ça marche, avant de sauter directement vers un truc qui va être une usine à gaz. C'est vraiment mon opposition conceptuelle à tous les autres projets, c'est qu'ils font systématiquement des usines à gaz. Je veux dire, il y en a plein, mais je dis, Herzing, c'est ça. Herzing, elle va se dire, ouais, on va pas faire de la translocation de fréquence. Nous, ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus intelligent. On va faire une machine analogue ultra compliquée qui nous coûte genre 20 000 €, où tu as 4 mots liés à 4 sons, liés à 4 symboles, liés à 4 objets, et on va leur envoyer, et ça va nous permettre... Putain, ou alors on va créer un truc qui réplique parfaitement en 3 dimensions et tout. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Quel est l'élément empirique qui nous montre qu'on a besoin d'aller aussi loin? Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. C'est possible, mais je veux les éléments qui le montrent. Et moi, jusqu'à là, il ne me semble pas qu'on a besoin d'usine à gaz pour arriver à cet objectif. Je pense qu'on peut arriver même à une forme de communication partielle avec des formes... Et en plus, il y a un autre truc aussi qui est une objection importante, c'est qu'on peut arriver à des formes de communication même assez sommaires avec des formes alternatives. Par exemple, en théorie, tu peux avoir... genre, bon, ça aussi, ça coûte de l'argent, mais on peut avoir une interface avec des boutons, avec des sons, et le cétacé, il presse un bouton, et ça donne un... Bon, ce serait une interface limitée, mais c'est possible en théorie. On peut avoir... Il y a d'autres manières alternatives. Moi, là encore, pour moi, c'est vraiment un problème méthodologique. Si le truc, il est trop compliqué, je ne rejette pas, mais je veux d'abord tester le truc le plus simple. Tu vois. Mais je pense pas. Vraiment, quand tu connais la nature de... Comment c'est un numéro? Non, mais un numéro, mais qui doit faire, je sais pas, utiliser des boutons, qui doit pas parler sa propre langue, ça m'a l'air d'être plus compliqué qu'il veuille bien répondre, tu vois. Alors, si jamais tu transmets ta propre langue et qu'il a juste à répondre dans le truc qu'il fait habituellement, ça m'a l'air très simple. Pas forcément, parce que tu peux te dire simplement qu'il l'identifie. Non, moi je pense que je vois ce que tu veux dire, mais pour ce qui est de ce type d'interface, de toute façon, je ne veux pas faire ça. Hein, mais pour ce qui s'agit... Pour ce qui est de ce type d'interface, la problématique, c'est aussi qu'il puisse associer le bon mot au bon truc. Ouais, bien sûr, de toute façon, il y a toujours un effort, mais de toute façon, je ne veux pas faire ça. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème de l'enregistrement, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça demande, notamment dans sa version fine, un effort qui me semble bien supérieur à celui d'une... Non, je pense pas, non. Non, il y a... Ouais, mais c'est ce qu'on pense. On pense qu'on peut... De toute façon, après, l'appareillage qu'on a, il est assez ambitieux aussi. Hein. Enfin, on a un truc en stéréo, il est unidirectionnel, il va assez loin, on peut changer le gain, on peut changer le volume, on peut changer la place de fréquence. Non, c'est un truc qui est... Enfin, c'est pour ça que ça prend du temps, quoi. C'est malheureusement, c'est parce que c'est un putain de... C'est aussi parce que l'ingénieur, il a le Covid long alors qu'il est anti-vax. Je peux dire que je suis énervé, quoi. Enfin, mais bon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours chaque fois que tu as un projet un peu ambitieux, c'est toujours. Mais je l'ai appris à la dure. Hein. Mais bon, c'est pour ça que maintenant, c'est une des raisons pour laquelle j'ai ces critiques méthodologiques, c'est parce que je me suis rendu compte aussi de mes propres erreurs et je ne veux pas les répliquer, tu vois. Et je ne veux pas faire l'erreur de mes collègues. Mais non, mais moi je pense que... Ah merde, attends, tu me parlais d'un truc très précis. Chut, attends, excuse-moi, tu me parlais de...
Ouais, c'est ça. C'est que. Mais après, là encore, dis-toi que ce qu'on reçoit, ça dépend ce qu'on reçoit à quelle plage de fréquence, à quelle distance, sachant que c'est une version aplatie et appauvrie de ce qu'ils disent. Et en plus, ça peut être. Est-ce que c'est forcément. Parce que. Enfin, il faut. Pardon. Est-ce que c'est forcément du parler? Est-ce que c'est pas une vocalisation juste comme ça, par exemple, pour scanner un objet ou pour. Ouais, mais moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'une quantité de données de ouf. Je pense qu'avec l'improvisation, on peut arriver à une forme de négociation. On peut arriver à une forme de pidgin. C'est les formes de quantité, l'accumulation des données de ouf, c'est ce qu'on fait, un très grand nombre de cétologues depuis les années 70. Et je pense que autant c'est utile pour le domaine de la recherche, autant ça a des limitations. Je ne pense pas qu'on a besoin, pendant 30 ans, de scrutiner tout un travail de recherche ultra poussé sur, par exemple, la population des dauphins de Saint pour arriver. C'est possible, hein. Mais si c'est le cas, je veux une démonstration. Je veux d'abord. Ouais. Oui, mais quand on a, mais oui, mais ça s'est fait aussi beaucoup par improvisation. Quand Malinowski, il est arrivé dans les îles Trobriand, il ne s'est pas planté avec un micro pendant 30 ans. Et quand il a eu parfaitement une compréhension du Trobriand. Ouais, mais il a juste plus ou moins, il a improvisé quoi. Les anthropologues, ils improvisent. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, en réalité, personne n'apprend une langue en regardant théoriquement tous les types de la langue, tu vois. Les mauvais cours d'anglais, en voyant des gens qui, à force de dire, quand ils mangent un poisson, ils disent. Ouais, non, mais absolument. Mais c'est participatif. C'est en étant confronté à une langue quand on te parle et que tu essaies de répondre, machin, etc., t'apprends une langue. Moi, je veux faire du participatif. Je veux arriver, je veux pointer des trucs, je veux faire des improvisations, je veux voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a une méprise sur ce que veut faire Bouliane. Bouliane, il ne veut pas connaître la langue de dauphin, ni la langue de telle population précise de dauphins. On sait que c'est pas possible pour l'instant pour des raisons techniques, mais ouais. Ce que Bouliane aimerait rendre possible, c'est une situation où on est capable de communiquer et d'avoir un échange, peu importe si ça n'a pas de sens au départ, entre les sons que produisent, les colocalisations produites par les dauphins sur des longueurs d'onde trop éloignées de celles de l'audition humaine, et inversement, de pouvoir envoyer les sons humains du côté à ces échelles-là. Et le but n'est pas de connaître la langue des dauphins qui existait auparavant, mais de constituer dans une interaction ou dans un échange une langue intermédiaire ou un dispositif intermédiaire qui n'est ni du français ni de l'anglais. Ça peut être du français, hein, c'est possible, hein. Théoriquement c'est possible. Mais ça paraît fou, mais ouais. Un truc qui est la langue commune. J'ai un truc, mais je ne comprends pas l'idée parce qu'il n'y a jamais des deux gens qui se croisent tous les deux et ils parlent pas la même langue et ils décident d'inventer une nouvelle langue pour parler. Mais ça s'est fait historiquement. Ça c'est tout à fait. C'est la notion même de pidgin. Non, attends, juste parce que c'est important. Historiquement, tu vois ce qu'on appelle les lingua franca, les pidgins, ils se sont exactement constitués de ces manières. Tu as des commerçants méditerranéens, ou par exemple, pour le cas des pidgins en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont arrivés sur des îles, et par improvisation, ils ont arrivé à créer un langage commun pour commercer, pour faire des échanges d'objets. C'est souvent des mélanges bizarroïdes, par exemple, pour ce qui est de la lingua franca, il s'agit d'un ce qu'on appelle un pic latin mélangé avec de l'arabe, mélangé avec de l'italien, mélangé. Ouais, complètement. Ouais. Oui, c'est une nouvelle langue. Ils ont une grammaire particulière qui peut être parfois c'est, par exemple, dans certains créoles, c'est la grammaire d'une langue, mais avec le vocabulaire d'un autre. Ou alors, quoi, ouais. Dans ce cas-là, comme le moyen de communication n'est pas asymétrique, le moyen de communication, donc on ne peut pas imaginer un mélange de la communication du dauphin et de notre langue à nous. Pourquoi? Peut-être c'est mon trou, mais voilà. Ça, on sait le faire, hein, avec les chiens, avec les chevaux, on a une façon de communiquer, on se fait comprendre l'un l'autre. On ne parle pas la même langue, on prend des éléments de compréhension en face, et nous, tu vois, des gestes, machin. Et bon, oui, du coup, ça m'amène à une autre question. Imaginons que tu prends le français, tu le mets directement dans la plage de fréquence du dauphin. Est-ce que tu es certain que le dauphin est capable de répliquer ce. Alors, on pense que oui, mais c'est pas qu'il va répliquer le français. C'est qu'il va répliquer la version qui a été transposée, donc modifiée, qui elle-même, en passant par le processus de démodulation, va donner quelque chose de très similaire. Par exemple, il y a des sons que, en tant qu'humain, on ne peut pas prononcer.
Oui, bien sûr, mais d'où l'intérêt de la transcription fréquente. Mais après, lui, il n'a pas accès au qualia du français. Il a accès à un qualia déformé, modifié, étendu. Donc, mais on s'en fout du qualia. L'intérêt, c'est le... Enfin, on s'en fout du qualia. Non, on s'en fout pas. Pour tout ce qui est l'exploration conceptuelle, culturelle, oui, c'est important, mais... Après, justement, le but, on n'a pas accès au qualia. Mais on peut avoir accès à une forme de communication intelligible. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement, on doit partir d'un truc beaucoup plus simple que une usine à gaz, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, en fait, moi, ce que j'aimerais demander, Ouais. j'ai réfléchi, mais c'est comment tu peux, je pense, ça doit être faisable, mais j'aimerais bien savoir si tu as réfléchi, de comment, à partir du moment où tu envoies des sons, et en supposant que tu sois bien de l'autre côté, tu fais des sons, comment tu arriveras à un moment, avec quel setup expérimental, tu arriveras à dire que cette communication-là, elle a vraiment du sens entre les deux parties, et c'est pas juste un amusement entre Oui, les gens ouais. qui sont dans la forêt et puis moi qui... Bien sûr. Je pense que ce sera... Alors, il y a deux choses. De un, nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'ils répondent... Il y a deux trucs. Nous, on s'attend qu'ils répètent des mots ou des phrases en français dans certains contextes. Enfin, en français, c'est pas littéralement qu'il formule du français, c'est qu'il dit... Enfin, c'est une version qui va être démodulée, bon, ouais, dans certains contextes, et que spontanément se crée un échange qui contextuellement va faire sens.